Il est 18h38, le conseil municipal du 18 décembre et dernier conseil municipal de l'année est ouvert. Je vais procéder à l'appel de vérification du quorum. Philippe Blanquet, Présent. Pamela Boisa, Présente. Denis Béziat a donné procuration à M. Guéral, Nadia Estam, Présente. Sébastien Reiser, Présent. Dominique Garay, Paquita Zanen, Présente. Serge Bourrel, Présent. Jean-Paul Néral, Présent. Pierre Guéral, Présent. Chantal Rombaud m'a donné procuration, Richard Alpizzac, Présent. Élie Chemin, Sonia Gridel, Bonsoir. Sonia Forêt, absente, Annick Bex, Présente. Fabienne Barre, Présente. Eliane Somos, Présente. Aurélien Giraud. Il sera secrétaire de séance. Christophe Lemay, Nicolas Lemay a donné procuration à Madame Bex, Sylvain Duguay et Swat Rafiki. Présente. Le quorum est atteint. Donc, comme d'habitude, nous allons procéder à la lecture des informations sur les informations prises sur les décisions du maire depuis le 21 novembre. Y a-t-il des remarques sur ces dépenses? Pas de remarques? Merci. Ah, oui. La première délibération présentée par M. Blanquet a trait à la modification de la PCP pour la construction d'un équipement socioculturel. On n'a pas les Donc on arrive en fin d'année et certaines autorisations de programme avaient été planifiées jusqu'en 2023, notamment pour la salle socio-culturelle. Donc la bonne nouvelle, c'est que l'enveloppe globale ne bouge pas, on reste à 5 362 552 €. Donc là, aujourd'hui, il n'y a rien qui justifie une modification de l'enveloppe globale. Et donc, comme on n'a pas fini de payer les entreprises, il faut ouvrir une ligne sur 2024. Donc on nous propose de répartir, de passer de 3 600 000 € qu'on avait planifié pour 2023 à 3 millions et de mettre les 600 000 € restants sur 2024 en cohérence avec ce que l'on a payé en 2023 et ce qui reste à payer en 2024. Voilà. Un, deux. Ouais, pardon. Assez fort. Oui, on va le laisser. Sinon, je fais comme les gens. C'est bon là? C'est un peu fort peut-être. C'est bon? Ok. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Fabienne. Juste une remarque, sauf erreur de ma part, je pense qu'il y a une erreur sur la deuxième ligne des montants. Sur 2 155 000, il était en 2018 et pas en 2019. C'était le premier montant qui était alloué. En deux. Et donc il y aura une erreur dans quel sens? Et bien que la deuxième ligne, elle devrait être en première ligne. Ah, d'accord, ok. Oui, d'ailleurs. Ça, en plus, ça diminue alors qu'on n'a jamais diminué. Ouais, c'est possible. 55 000 et. Un milliard. C'est une inversion. Oui, peut-être que je regarde, j'ai repris ce qui avait été Fait l'année dernière. fait en avril. Ouais, c'est ce qu'on a voté en avril. Ouais, mais Voilà. ouais, j'ai regardé. C'est possible. Vous regarderez Madame Becker pour remettre à jour. Donc hormis la deuxième ligne qui remonterait à 2018 et que depuis il y a eu beaucoup de choses de l'eau qui a coulé sous les ponts. Donc voilà, l'idée c'est de mettre l'enveloppe à 3 millions sur 2023 et
arriver à 600 000 sur 2024 parce que ça correspond de toute façon à la réalité de ce qu'on doit payer. Voilà. Donc, y a-t-il d'autres questions? Donc je passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Voilà, donc il y a 4 contre, c'est ça? 4 contre. Je vous remercie. Je continue. J'enchaîne. Donc de la même façon, il faut qu'on modifie l'autorisation de programme pour le PLU, puisque on n'a pas fini de régler la révision du PLU. Donc on avait prévu, on s'était arrêté en 2023 l'autorisation de programme, en avril. On avait prévu de payer les 19 663, enfin il restait à payer 19 663 €. Donc de la même manière, le montant global ne change pas, hein, il est toujours de 30 000 €. Mais du coup, on reventile le paiement, on a mis 17 000 parce qu'on va payer une partie d'ici la fin de l'année. C'est arrivé, Mme Belver, ou pas pour le PLU, est-ce que c'est arrivé d'ici la fin de l'année pour les 17 000? Non, on verra pas. Non, oui. Qui est en commission finance. Mais on est. Est-ce qu'on sait combien on va sortir d'ici la fin de l'année? Non, on ne sait pas exactement. Mais non, parce qu'on a Voilà. pas reçu encore la facture. C'est ça. Non, mais c'est pas la question pour savoir s'il y a eu quelque chose depuis la semaine dernière. C'était ça la question. Non, donc on ne sait pas. Donc on met l'enveloppe à 17 000 sur 2023 et il resterait à payer 2 663 €, mais on n'est même pas sûr de payer les 17 000 d'ici 2023. C'est pour ça au passage que faire un budget au mois de novembre, c'est très compliqué, Madame Barre. Voilà, donc, ben oui, parce que là, tu vois, on est en plein dedans, et avec les incertitudes de facture à payer d'ici la fin de l'année, les incertitudes de perception de subventions, sachant que tu connais tes bases que depuis une semaine pour l'année prochaine et que tes dotations de l'État, tu les connaîtras en mois de mars, on peut toujours construire un budget au mois de novembre. Ça c'est sûr, hein. Si tu as du temps à perdre et à refaire derrière, pourquoi pas. Voilà. Donc la question, y a-t-il des questions sur le PCP du PLU? Personne? Donc qui s'abstient? Qui vote contre? 4 abstentions. Je vous remercie. Alors, délibération suivante. Autorisation de réaliser les dépenses d'investissement en 2024 avant le vote du budget primitif. Et comme chaque année, avant la fin de l'année, il faut que l'on décide qu'est-ce qu'on autorise au maire pour engager les dépenses sur la première partie de l'année 2024, de l'année suivante, en attendant le vote du budget, puisque le vote du budget se fait autour du mois de mars ou du mois d'avril, plus exactement. Si on ne fait pas cela, le maire ne peut pas engager les dépenses d'investissement sur la première partie de l'année. Voilà. Donc la règle, c'est de dire qu'on peut autoriser le maire jusqu'à 25% des dépenses d'investissement de l'année précédente, qui avait été budgétisée sur l'année précédente. À part que là, bon, on est quand même dans une année très particulière en 2023, puisqu'on a dans nos dépenses d'investissement budgétisées, il y a la salle socio-culturelle. Donc, en fait, les dépenses réelles d'investissement ouvertes en 2023, ça représente 4 256 147 €. Donc, on est autorisé à prendre 25%, c'est-à-dire le quart de cette somme, qui représenterait 1 070 000 €. Mais bien entendu, ce serait complètement déconnecté de la réalité de nos besoins pour 2024. Donc, ce qu'on vous propose de faire, on vous a mis un petit tableau. Tu peux me faire remonter le tableau? Voilà, on vous a mis un petit tableau où on a estimé, on a commencé à se projeter un petit peu sur les dépenses d'investissement qui allaient arriver pour 2024, sachant que voilà, ça sera revu avec la préparation budgétaire. Mais déjà, à aujourd'hui, on a ça en visuel, ça représente 355 000 €. Donc, on propose de voter, voilà, il propose au conseil municipal d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement de 2023 avant le vote du budget définitif jusqu'à 355 000 €, ce qui représente environ 10% de l'enveloppe des dépenses réelles de 2023. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? C'est bon pour tout le monde? Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. 4 contre.
Ensuite, demande de subvention auprès de l'État, DETR 2024, pour les travaux d'aménagement et de rénovation de l'école élémentaire. Donc il faut savoir qu'en 2024, on s'attend très fortement à l'ouverture d'une 6e classe à l'école élémentaire. Donc là, aujourd'hui, les infrastructures de l'école élémentaire ne permettent pas d'accueillir cette 6e classe dans des conditions adéquates. Donc aujourd'hui, on a commencé à estimer les travaux qui étaient nécessaires pour pouvoir faire face à cette situation qui va arriver très probablement. Donc il faudrait reconstituer, pour ceux qui connaissent, à l'étage de l'école élémentaire, c'est recloisonner les 3 salles existantes, côté est, afin de créer 2 salles de classe. Du coup, il y aurait des travaux d'électricité, réfection de sol, remise en peinture, chauffage, plomberie, remplacement au passage des menuiseries, parce que ça fait un moment qu'il faut le faire. Hein. On l'a fait dans les salles du bas, mais on ne l'a pas fait dans les salles du haut. Et de toute façon, l'école élémentaire, elle est vouée à rester encore quelques années, hein, parce que de toute façon, même si on fait un projet d'école pour la fin du mandat, le mandat prochain, etc., ce sera maternelle avant tout, donc l'école primaire, elle est là, et elle va rester là. Donc remplacement des menuiseries en simple vitrage existant, parce que c'est des simples vitrages, donc on les passerait en double vitrage. Remise en peinture de la salle des classes existante à côté, hein, celle qui est côté ouest, à l'étage, et installation des supports intérieurs dans la salle de classe afin de garantir leur occultation, notamment pour quand il y aura des fortes chaleurs. Donc du coup, on a estimé, l'ensemble de ces travaux est estimé à 203 893 euros TTC. Les travaux de rénovation et d'aménagement des établissements scolaires du premier degré font partie des catégories d'opérations qui sont prioritairement éligibles au titre de la DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux, versée par l'État aux communes pour le financement de projets d'investissement. Donc il est proposé au conseil municipal de solliciter une subvention au titre de la DETR 2024, donc ça il faut le faire avant le 31 décembre, enfin à la fin de l'année en tout cas, afin de financer les travaux de rénovation et d'aménagement de l'école élémentaire, conformément à ce qu'on vient au montant que je viens de vous expliquer. Donc en fait l'idée ce serait de demander 40% des travaux à la DETR, ce qui représente 67 964 euros. On demanderait au conseil départemental 40%, c'est-à-dire pareil 67 964 euros, et il resterait 20% à la charge de la commune, soit 33 983 euros. On parle de hors taxe. Donc on est sur un montant total de 169 911 euros hors taxe, c'est-à-dire 203 893 euros TTC. Voilà, est-ce que vous avez des questions? On se pose la question, pourquoi ce genre de travaux, puisque là, on est déjà depuis l'an dernier, n'est pas passé en commission de travaux? Ça aurait été intéressant de faire participer. Parce que là, on fait une demande de subvention pour l'instant, déjà, parce qu'il faut le faire avant le 31 décembre, et que les travaux, de toute façon, ils ne se lanceront pas avant l'été, et qu'il y aura bien le temps de passer peut-être en commission de travaux pour pouvoir finaliser la problématique des travaux. Aujourd'hui, on a fait une estimation pour pouvoir faire une demande de subvention avant la fin de l'année, parce que sinon, on n'aura pas la subvention en 2024. Et qu'on est quasiment sûr d'avoir fait les travaux, on n'est pas encore... L'estimation a bien été faite par rapport à une subvention, ou elle est faite comme ça elle est faite... c'est des projections d'architecte, c'est ça, quoi. Voilà. C'est pas des devis, c'est des projections d'architecte. Des projections d'architecte. On est sur une base, donc voilà. Et nous, ce qu'on déplore, c'est qu'encore une fois, on n'est pas du tout associé à ce type de réflexion à la commission de travaux. Alors le sujet, il a été adressé en commission école. Déjà, ouais. Parce qu'avant tout, je rappelle que là, pour le coup, avant tout, on a essayé de proposer un projet qui répondait aux besoins éducatifs. Hein, donc forcément, ça a été discuté avec la directrice de l'école élémentaire, les enseignants, et puis du coup, forcément décliné dans la commission école. Et non, mais c'est simplement pour te dire que, si tu veux, c'est un sujet qui est partagé, qui a été partagé en commission. Donc après la mise en œuvre, on comprend bien qu'effectivement il va falloir encore travailler et ce sera peut-être évoqué en commission. Ah ouais, de toute façon, les travaux sont pas avant l'été. Mais là, le principe, c'était de mettre déjà un architecte en face d'un besoin éducatif, sachant que là, la cible, c'est septembre, donc pas qu'on perde de temps. Enfin, vous imaginez là, démarrer les travaux
démarrer, lancer le dossier pour pouvoir avoir une chance de lancer les travaux cet été et être prêt en septembre, c'est un planning challenging. Moi, je pense justement qu'on est bien dans l'anticipation. Ouais, tout à fait. On a le bon timing. Non, mais c'est pour ça, du coup, D'accord, on en a déjà, enfin, je ne remets pas en question. à disposition pour représenter les plans, comme on l'a déjà fait en commission d'école. Mais les plans ont été présentés en commission d'école. D'accord, les gens qui participent aussi à la commission de travaux, c'est aussi un petit peu leur travail, parce qu'on est sur des enveloppes là, et on sait très bien que dans les travaux, c'est toujours. Voilà, donc ce serait bien que. Chacun jugera de la nécessité. Avoir nécessité. une discussion là-dessus. Après, une commission de travaux. Donc déjà, on peut le déployer. Ok. Donc je reviens à la demande de subvention. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Alors, autre délibération, garantie d'emprunt auprès de l'organisme HLM Promologie. Donc, Promologie, c'est l'organisme d'HLM qui a construit les logements sociaux dans le cadre du quartier des Vignes. Donc, c'est un projet qui s'élève à 1 740 162 €. Dans ce genre d'opération, qu'est-ce que font les organismes HLM? Ils se retournent vers la Caisse des dépôts et consignations, la CDC, qui met en œuvre justement la politique sociale de l'État, puisque la particularité de la Caisse des dépôts et consignations, c'est à partir notamment des livrets d'épargne des Français, le livret A, le LDDS et le DEP, il y a 60% environ de cette épargne qui est reversée par les banques commerciales à la Caisse des dépôts et consignations. Cet argent sert à faire des financements majoritairement justement à financer les logements sociaux en France et éventuellement à financer des infrastructures publiques également. Dans ce genre de financement, donc, l'organisme HLM, ici Promologie, va demander va emprunter le financement à la Caisse des dépôts et consignations. Alors évidemment, c'est très bénéfique puisque la Caisse des dépôts et consignations fait des financements de très long terme. Là, on est sur les 1 740 000 € du projet sont financés sur 5 financements, pardon. Et vous voyez, c'est des financements à 40 ans, 50 ans, 40 ans, 50 ans. Et quand on rentre dans le détail des financements, c'est des taux à 40 ans, 50 ans de 1%, 1,1%. Donc, c'est des taux bonifiés très très intéressants et très favorisants, bien entendu, pour les organismes HLM. Ça fait partie de la politique sociale de l'État depuis des décennies et des décennies. C'est comme ça que ça fonctionne. Seulement, la Caisse des dépôts et consignations, dans ce genre de financement, elle, un petit peu comme une banque classique, elle se garantit. Et quand elle se garantit, ça veut dire qu'elle demande aux collectivités qui bénéficient justement des organismes HLM et qui bénéficient également de l'attribution de certains logements sociaux qu'elles peuvent attribuer, etc. Elle demande une garantie, de se porter garant. Donc, dans le projet actuel, on nous demande de nous porter garant à 30%. Et 70%, c'est le conseil départemental qui se portera garant des financements de la Caisse des dépôts et consignations. C'est pas la première fois. Nous, on a déjà fait ce type dans le passé, dans la mandature précédente, avec notamment les logements qui sont autour de la cantine, qui avaient été construits, les logements sociaux qui avaient été construits par Promologie également. Et sur la mandature précédente, on avait voté pour 700 000 € de garantie, parce que là, les 30% de garantie sur un programme à 1 740 000 €, ça représente 522 000 € de mémoire, voilà, je l'ai là, 522 048 €, c'est pas rien, sachant que ça, c'est que le capital. Et derrière, on est aussi garant des intérêts sur les 40 ou 50 ans. Alors, ça veut dire quoi, se porter garant? Ça veut dire que si un jour, Promologie vient à faire faillite, c'est les garants qui remboursent à la Caisse des dépôts et consignations, et le capital, donc 522 000 €, et les intérêts restants. Alors évidemment, si ça arrive dans 39 ans, quand le crédit est sur 40 ans, il ne restera pas grand-chose à rembourser. Si ça arrive dans 10 ans, il restera soit 30 ans, soit 40 ans sur le financement de 305 000 € à rembourser avec les intérêts pendant toute la durée. Ça représente quand même des sommes importantes. Maintenant, on part du principe et du postulat que des organismes de type HLM, tels que Promologie, c'est des organismes solides. Normalement, s'il devait y avoir une problématique financière dans ces organismes, on peut imaginer que l'État, qui quand même est le garant de la politique sociale,
notamment à travers tout ce dispositif qu'il met en place avec la Caisse des dépôts et consignations. On peut se dire que l'État renflouerait, en tout cas jouerait le rôle de ce qu'on appelle le prêteur en dernier ressort, et qu'il ne laisserait pas faillir Promologie, mais bon, après tout, rien ne nous garantit totalement. Mais bon, voilà. Donc il faut savoir que vis-à-vis de Promologie, on est déjà engagé pour une caution, c'était il y a 7-8 ans que la décision avait été prise ici, on s'était engagé à hauteur de 700 000 € déjà sur le programme des logements sociaux. Évidemment, on n'est plus engagé à hauteur de 700 000 € parce qu'au fur et à mesure que les années passent, le capital se rembourse par Promologie, donc nous on reste garant de ce qui reste, bien entendu. Mais bon, la question se pose. Et alors, si vous voulez, moi ce qui me fait un petit peu sortir de mes gonds, et c'est pour ça que je veux poser la question au conseil municipal et voir ce que vous décidez de faire ce soir. Ce qui me fait sortir de mes gonds, c'est qu'on va s'engager quand même pour 30% à hauteur de 522 000 € plus les intérêts sur 40 ans, 50 ans, etc. Et qu'on nous a attribué sur ce programme de logements sociaux, qui constitue 18 logements sociaux, on nous a attribué à la ville de Venères pour 2 logements sociaux. Je trouve ça extrêmement limité. Voilà. Donc moi, j'aimerais bien qu'on fasse un tour de table là-dessus. Vous donnez votre avis. Ce soir, soit on peut voter la délibération. Alors c'est difficile de ne pas voter les cautions, parce que ça fait quand même partie du fonctionnement, et encore une fois, l'État, tout ce mécanisme, il va loin, c'est le reversement des livrets A, des LDDS, c'est le fonctionnement même de la Caisse des dépôts et consignations. Je peux vous le dire parce que j'en parle même en cours à mes étudiants, le dispositif de la Caisse des dépôts et consignations, c'est chaque année environ entre 10 et 15 milliards d'euros de nouveaux financements. Sur les 10-15 milliards d'euros de nouveaux financements, c'est environ 10-11 milliards ou 9-11 milliards, ça dépend des années, qui sont destinés aux logements sociaux. Le reste, 1-2 milliards, c'est pour les infrastructures publiques. Et sur ce 10, 11, 12 milliards qui chaque année sont destinés aux logements sociaux, ça représente environ, pour moitié-moitié, on va dire 80 000 nouveaux logements sociaux construits et 80 000 logements sociaux nouveaux réhabilités. Ça veut dire qu'en gros, chaque année, ce dispositif permet d'amener en France près de 150, 160, 170, ça dépend des années, 157. L'année dernière, en 2022, ça a été 160 000 nouveaux logements sociaux qui ont été mis sur le marché grâce à ce dispositif. Donc c'est pas rien, quoi. Clairement, c'est super important et c'est le cœur, c'est le poumon du dispositif social de l'État, quoi. Donc il y a peu de chances, effectivement, que l'État laisse faillir un organisme tel que Promologie. Voilà, on disait la même chose de Lehman Brothers en 2008, la banque d'investissement aux États-Unis. Alors. Voilà. Donc voilà, moi je vais quand même. Moi l'idée, ça serait quand même de voir si on ne peut pas faire un tour de table, ce que vous en pensez, parce qu'on peut peut-être ajourner la décision pour essayer. Il y a des discussions qui ont commencé avec M. le maire et Promologie pour essayer d'obtenir plus. Aujourd'hui, on nous donne 2 logements sociaux. Est-ce qu'on ne peut pas ajourner la décision pour garder un moyen de pression pour essayer d'obtenir plus de logements sociaux sur ce programme-là à la main de la municipalité et après, si vous voulez. Oui, c'est une discussion qu'on a eue à la commission tout à fait mardi dernier et je ne sais plus qui vivait, les appeler ou rentrer en contact. Et 0 réponse. Pour l'instant, il n'y a pas eu de contact. Vous faites le tour de table ou... Mais oui, on peut d'accord. commencer. Allez-y. Alors, juste en sachant que le coup de fil, il a pour but de quoi? De négocier des appartements. Non, Des logements sociaux. C'est quoi la position de la commune du coup? C'est de négocier combien de... Ce qu'on avait dit à la commission, c'est 30%. Ah voilà. C'est-à-dire que tu payes 30%, tu récupères 30%. C'est-à-dire 6. Donc en gros, tu nous as dit qu'il y avait 18 logements, donc on souhaiterait en récupérer 6 pour la commune de Venères. Ça pourrait être une vraie demande. Après, on peut négocier. Oui. Voilà. Non, les propos, ils sont là. Oui. Alors, il y en a qui a l'air de dire que ça ne marche pas comme ça. Vas-y. Non, dans une opération, en réalité, vous avez automatiquement une part qui est donnée au département, une part qui est donnée. Les parts sont définies en avance. Par contre, on a une spécificité venercoise, c'est que le département ne flèche jamais des personnes sans l'aval de la commune. Et c'est la commune qui décide de ça. Si, le département, oui. C'est pas ce qui se passe actuellement, Nadia. Ben, ça se passait peut-être avant. Ben, il faut juste rappeler Madame Mais Bleu. c'est ce qu'on fait à chaque fois. On demande, notamment dans cette opération-là,
il y a eu des appartements qui ont été fléchés au département et effectivement on a discuté avec eux, notamment des T2 puisqu'on est en flux tendu pour les T2. On a discuté avec le département pour savoir si on avait la possibilité effectivement sur les appartements qui étaient fléchés pour eux de positionner des personnes. Ils nous ont dit oui, vous pouvez, mais les décisions qui sont tombées... Mais qui te l'a dit? Madame Vieux et le cabinet. Ah si, Chantal passe ses semaines à appeler. Elle a eu Madame Vieux au téléphone? Oui, des mails avec des échanges. Avec des échanges. Mais oui, Annie Vieux. Mais oui, je sais bien. Je suis très étonnée parce que ça, depuis je ne sais pas combien de temps, ça a toujours fonctionné comme ça. D'autant plus. Alors, juste une chose, les financements de tous ces logements sont déjà codifiés en amont. Je veux dire, c'est un pourcentage, c'est codifié en amont. Voilà. J'entends ce que tu dis. Je veux dire, par là, on ne va pas changer à venir que les règles du jeu. Non, mais ce n'est pas une histoire de changer à venir. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'aujourd'hui, comment ça fonctionne, on échange avec le département, puisqu'on a eu effectivement cette information cet été, en fonction de ce qui était attribué. Nous, on avait 2 T4 qui étaient attribués sur les 18 logements. On a pris contact avec le cabinet de Madame Vieux. Elle nous a répondu en disant effectivement, parce qu'on a dit, ben, nous, on n'en a pas, on n'a que des T4. Elle a dit à ce moment-là, quand il y aura les commissions, vous nous faites passer les dossiers que vous avez au niveau de la commune, on les positionnera effectivement sur la commission. Qu'est-ce qui s'est passé? Les retours qu'on a eus, aucun dossier de VNR qui ont été positionnés sur ces appartements-là n'a été retenu. Alors, est-ce qu'on sait pourquoi? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, toujours est-il aujourd'hui que sur ces 18 logements, on nous demande, parce que c'est une longue discussion qu'on a eue en commission mardi dernier, sur le principe, on est d'accord de pouvoir cautionner. Moi, il n'y a pas de souci, c'est la politique du logement social, il y a au ça. Mais c'est vrai que quand on a reçu les attributions, qu'on a vu que sur les 18, il n'y en avait que 2 pour la commune, moi, ça m'a un peu... Le département, on a 6. On a 6, je veux dire, c'est pas... Ils sont garants à hauteur de 70%, ils ont 6. Oui, je veux dire par là que c'est un prorata. Ce prorata, il est normal. Le reste, c'est la préfecture. Eh bien oui, mais la préfecture, eux, c'est autre chose. C'est la préfecture. Parce que la préfecture, ils ne cautionnent pas et ils ne partagent pas. Ça, c'est une autre affaire. Mais le département, là, en prorata, si tu regardes, là, le département a le même taux, quoi. Je veux dire, cautionne en prorata. Après, la même chose. Après, quand on a eu cette discussion, on était en commission de logement, Michel était là. Michel avait dit qu'il était déjà en contact avec Homologie. Et quand il avait appelé la personne de Homologie pour savoir, la personne qui a appelé Michel pour en parler, Michel était parti donc effectivement, et la personne a dit qu'on peut discuter. Oui. La topologie des bâtiments. J'attendais un retour. Le calcul qui a été vite fait par Richard, cibler 6 logements, ça ne va pas arriver non plus. Mais non, on est bien d'accord. Mais je pense qu'un gagnant, on peut toujours être le coup. On n'est pas là. Après, j'entends tes arguments. On n'est pas là ce soir en disant non. On est en train de là de se dire. Je veux dire, il y a beaucoup de communes, bon, j'arrêterai là, il y a beaucoup de communes où les logements sociaux ne viennent jamais. Je veux dire, on a la chance d'avoir une commune qui est encore attractive. Donc, et qui font qu'on arrive à avoir des... Oui, attractives. On fait l'effort, effectivement, de proposer des logements. Des logements Oui, c'est une obligation, mais... Alors non, il n'y a pas d'obligation dans notre strate. Pardon, pour répondre à ta question. Il n'y a pas d'obligation pour notre strate. Pour notre strate. Pour le moins de... Et nous, on avait fait une politique volontaire depuis le début, avec le PLU, où on avait mis un taux de logement social pour faire de la mixité sociale. Même ça, c'est des anticipations. Voilà, c'est une volonté communale. Voilà, qui a, avec le parc qui permet aussi le jour, et le jour peut-être n'arrivera jamais, mais le jour où on atteindra 3500 habitants, de ne pas avoir des obligations d'un seul coup de production que de logements sociaux. Ça veut dire de bien distiller qu'il y ait des logements sociaux un peu partout et non pas des paquets avec des logements sociaux. Voilà, c'était cette politique-là qu'on avait décidé au niveau de l'élaboration du PLU, donc quand on avait travaillé sur le PLU, et c'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui à faire, sachant qu'il y a eu des périodes où des macrolots, si ce n'est que dans la Trinité, il y a pas, des macrolots ont été dédiés à des logements sociaux et on ne les a jamais vus. Je veux dire par là qu'ils ne sont jamais sortis de terre et au bout d'un certain nombre de temps, le PA devient caduc et du coup ils n'ont plus d'obligation. Donc si vous voulez, à ce jeu-là, on peut très vite
très facilement ne plus avoir cette politique Je n'ai pas compris. sociale. Qu'est-ce qui s'est passé là? Eh ben, en réalité, comme il y a eu un macro-lot dédié au logement social, Ouais. sauf que ça n'a jamais été fait à ce moment-là, c'était avant le PLU. Ça n'a jamais été fait. Et donc, du coup, au bout d'un certain temps, ça tombe caduque et donc ils en font ce qu'ils veulent. Voilà, et donc c'est le PLU qui a imposé en fait aux lotisseurs de créer une partie de logement. Exactement. Non mais très bien, mais tout ça. Non mais je veux dire que tout ça, ça vient. C'est juste pour ne pas oublier l'histoire. Ouais. Voilà, c'est juste du pour coup, on est bien dans la logique volontariste à Vénère. Oui, Et totalement. nous, on rajoute aujourd'hui le fait de dire qu'il y a quand même un intérêt en fait à pouvoir proposer des logements sociaux aux personnes qui sont déjà géographiquement mais ça, c'est localisées à Vénère. Parce que la problématique, elle est quand même là. Ouais. À chaque fois que la préfecture positionne une famille qui vient d'une région totalement autre que la nôtre, on met ces gens dans une situation compliquée de base, parce qu'ils arrivent à Vénère, souvent ils n'ont pas de moyens de locomotion, ils ne connaissent pas la région, donc ils ont du mal à trouver du travail. Donc, je trouve aussi, quelque part, que d'essayer d'aller chercher plus de logements pour des gens qui sont déjà dans la région autour de Vénère, c'est aussi leur offrir une meilleure chance, entre guillemets. Si c'est pour ça qu'avec Promologie, on a discuté pour les futurs espaces qui vont être sur Nicosie, qu'il y ait plus de typologie, j'allais dire topologie, n'importe quoi, typologie de type T2, puisque Pamela m'avait dit que c'était le besoin le plus probant. Donc il y a eu une discussion sur le type de choses qui vont être faites par la suite pour répondre à ce besoin. Donc Promologie a changé finalement les profils des logements qu'elle va faire à la suite, parce que le problème, c'est que c'est un héritage. Vous savez, les PA datant depuis un certain moment, les projets datant depuis un certain moment, les cahiers des charges changent dans le temps. Et donc, comme ce cahier des charges, et Pamela m'avait bien fait le topo de ce besoin plutôt de petits logements que des grands logements. Mais à quel moment se décide en fait du coup la répartition préfecture? Alors là, c'est pas une question de répartition, c'est une question moi je parle de typologie de logement. Ouais, mais justement, c'est pour ça. Voilà. Après la répartition, mais évidemment, aujourd'hui où c'est arrivé, je veux dire où maintenant on est à la livraison, comme je dis, ces décisions de typologie ont été prises tellement en amont et que le besoin a changé, et bien évidemment tout le monde se précipite sur le besoin, qui est plutôt dans des petites surfaces. La typologie de T4 et autres, oui, effectivement, à un moment on avait besoin parce qu'on avait des familles et tout ça qui arrivait. Ça, c'est le fait de la décision qui est prise du nombre de logements attribués. Le propos ce soir, c'est pas de dire on est contre le principe, on n'y va pas. C'est pas ça. On est bien tous d'accord, enfin j'espère qu'effectivement on veut des logements sociaux, que ce soit sur Vénère et autres. Oui, on est tout à fait d'accord. Là, ce qu'on a échangé en commission, et ce soir, Philippe a mis le sujet sur la table, c'est de se dire, comme il y a des discussions qui sont en cours, puisque Michel a entamé une discussion avec Promologie pour dire, bon, ok, mais à ce moment-là, pour nous, voilà, est-ce qu'il y a possibilité que dans le giron de la commune, on en ait un petit peu plus? Ça n'empêche pas qu'on ne dit pas non, on peut revenir le mois prochain. Il n'y a pas de conséquences sur la date, oui. C'était la question qui avait été posée à Mme Béja, savoir est-ce qu'on doit prendre cette décision avant le 31 décembre? Oui, on peut. Il n'y a pas de date butoir, parce qu'on m'a expliqué Promologie, c'est que le département ne délibérera pas pour accorder sa garantie d'emprunt tant que la commune n'aura pas délibéré. D'accord. Non, mais ma question est est-ce qu'il y a une concession autre que celle-ci? Celle-ci, elle n'est pas, je veux dire, elle n'est pas si grave, moi, je veux dire. Est-ce qu'il y a une conséquence autre sur la non-délibération ce soir. Voilà, moi je ne sais pas, quelle est la conséquence. Voilà. Donc de question, parce que là, les travaux, on les a commencés. Non, mais c'est livré, c'est livré. Ils ont avancé leur. Mais non, c'est pour ça. On est en train de parler de ceux qui sont livrés. Oui, c'est ça. Déjà eux, ils ont payé. C'est pour ça que je dis ça. C'est le promoteur qui a construit. Et la garantie, c'est au moment du financement de la Caisse des dépôts et consignations de Promologie. Le Promologie a avancé l'argent parce qu'ils ont des valeurs solides, certainement. Et là, ils lancent le financement auprès de la Caisse des dépôts et consignations, qui leur prête l'argent, qui leur rembourse l'argent qu'ils ont déjà payé. En gros, ils se financent derrière. Et la garantie, c'est une garantie bancaire, en fait. Oui, c'est les lignes, c'est fini. Ils n'ont pas le prêt, c'est ça?
Non. Et si on refuse, possiblement, la Caisse des dépôts et consignations peut refuser. Oui, tout à fait. Oui. Donc après, ça impacte beaucoup de choses derrière par rapport au partenariat. C'est pas l'idée, l'idée elle n'est pas là. Le sujet, c'est pas de refuser. Le sujet, c'est de dire, est-ce qu'on peut avoir un peu de temps, puisque Michel est en contact avec eux, de dire, bon, vous avez fait des attributions, puisque de toute façon, les gens arrivent, c'est pas ça. Mais pour après, quand ils vont partir et qu'il faudra remettre en libre ces logements-là, au lieu de dire mais c'est de préfecture et autres, de se dire ça rentre dans le giron communal, c'est tout. Mais les logements sont déjà attribués oui, c'est déjà attribué. Donc c'est le but aujourd'hui, c'est Donc, pas ça veut de dire dire que si c'est attribué, ça retardera toutes les entrées des gens dans les logements. les gens sont déjà en train d'arriver là. Il y a déjà une première partie, ils y sont déjà. Je vois pas pourquoi ça empêche les gens d'arriver. En décembre, les gens arrivent là, c'est déjà fait. La C'est pas, chronologie. c'est pas, Je ne connais pas les conséquences, moi je sais Ça pas. veut dire qu'au départ, quand ce projet de chronologie a été fait, on ne savait pas, nous, combien de... Non, Non, on ne sait jamais. on sait jamais. C'est On comme ça que ça a fonctionne. reçu un mail nous disant, venez, vous avez 2 logements Non, type pas. 4 pour Je vous. ne sais pas. Voilà, c'est tout. On a essayé de savoir en amont. On a Mais, fait la on a démarche. posé la question plusieurs On a fait fois. la démarche plusieurs fois et à chaque fois ils ont dit ils n'étaient pas prêts, ils n'étaient pas prêts. Et c'est Voilà. tombé. C'est plutôt la démarche des emprunts. Non, non, mais Ils construisent et après, hop, on recherche un logement. C'est quand même bizarre. non, mais tous les logements sociaux, c'est tous comme ça. Voilà, donc, soit on adhère au système. Oui, Parce qu'ils ont la trésorerie et après ils se financent derrière. Et Voilà. du coup, on garantit, on en est à combien Ben, alors, les chiffres exacts, je ne les ai pas, mais je sais que sur Promologie, donc le même, c'était 700 000 euros. C'était le prêt était 700 000 euros, donc c'était 30%. 700 000 € et vous aviez garanti 30%. Alors, on avait 30% de 700 000 euros, donc ça fait pas, c'est pas la même chose. Après, vous avez garanti un prêt Et là-dessus, il y avait combien d'appartements? vous avez garanti une société Là, par contre, je n'ai pas de... je sais pas. Comme à Notre-Dame, À l'époque, à Notre-Dame, combien on avait d'appartements là sur le projet C'était il y a longtemps. de la Je vais cantine, Je vais demander. On vous Il y a donnera 7 ans, l'information. Parce que Mais, si c'était ouais, 50 ans, ça se cumule, quoi. Enfin, Oui, mais... C'est soit ça, soit on n'a pas de logements sociaux, mais après c'est un oui, choix. non, mais C'est un choix, mais réel, c'est un choix. Alors, Sébastien? Du coup, là, dans la discussion, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on a deux possibilités. Soit on délibère ce soir, soit on le vote. et on le vote, puisqu'on est tous d'accord pour dire qu'on va voter dans tous les cas à un moment donné la garantie, soit on décide de reporter pour laisser au maire la possibilité de négocier un logement en plus et on reporte la délibération. C'est le sujet ce Sans soir. connaître la conséquence. Non, mais C'était c'est l'idée justement de donner les deux possibilités. Quoi. Mais sans connaître la conséquence. On peut faire un tour, on fait un vote, on fait un tour de table, un vote, ce que vous voulez, rapide. On n'a pas fini le tour de table. Oui, mais voilà, l'idée c'est. On fait le tour de table, chacun se positionne. Non, mais c'est pour ça que je proposais, avant de faire le tour de table, de proposer les deux options qu'on positionne et après chacun essaie de se positionner rapidement sur l'un ou l'autre. On fait la suite, Aurélien, Annick, on démarre par là. Bon, moi, je suis assez d'accord sur le fait si on peut essayer de négocier quelque chose, négocions-le. Après, j'ai un peu des doutes, mais en tout cas, c'est pas gratuit. pour moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est effectivement de solliciter les communes pour être en caution. Moi, c'est un truc que là, je découvre. Je ne savais pas. C'est très banque française. C'est très banque française. Donc, se couvrir. il faut la méthode. Oui, non, mais c'est bien d'arriver de se dire, on arrive alors que moi je pensais que c'était l'autre, je n'ai pas fait attention. Je pensais que c'était celui qui était en construction, je trouvais que déjà ça arrivait tard. Alors là, c'est encore plus tard, quoi. Donc je ne comprends pas comment on peut. Enfin voilà, on est arrivé là en se disant, on est mis devant le fait accompli alors qu'on nous demande notre contribution qui est quand même importante, quoi. Avec contribution, si Promologie venait à faire faillite, normalement on n'a pas, c'est une garantie. Hein, voilà. D'accord, mais en attendant, il demande quand même notre caution, quoi. Donc je veux dire, ce n'est pas négligeable non plus. Après, ça fait partie d'un point de vue financier, ça fait partie de systèmes qui sont beaucoup utilisés et qui ont d'ailleurs servi beaucoup, à juste titre, poser la garantie d'une collectivité locale, poser la garantie d'un État pour permettre des financements. Sur la commune de Venir, juste pour ma connaissance personnelle,
Il y a donc le Kaki. Non, c'est pas pour Non, c'est pas tout. Non. C'est pas tout. Non, Quels sont les autres bailleurs sociaux avec lesquels on a travaillé? OPH. OPHLM, Cité Jardin, Promologie. C'est ça? Oui, Les trois. on a la chambre dans Et les pour les trois, on a eu ce même type. Oui, exactement la même chose. Si ça fait pareil. Je pense que c'est Il y partout a en votre France. Promologie qui me parle. Je ne sais pas si OPHLM on a fait la même chose. Ah non, mais c'est sûr. Vous avez délibéré sur l'OPH? Ah ben oui, il me semble. Ça me dit rien. Moi, ça me semble. C'était en 2007, ça a été peut-être pendant la période où j'étais absente. Il me semble que oui. Et il y a eu une discussion exactement du Ben, c'est moi qui avais posé une discussion à l'époque. Vous avez eu en 2015 Ah. tout début 2015. À mon avis, ça a été le cas. Mais je Je ne me mettrai pas rappelle- ma main. En 2017, ça me dit rien. Je me rappelle la première discussion, oui, parce que moi j'avais discuté beaucoup là-dessus, justement. Là, du coup, pour les prochains, puisqu'il y a encore 10 ans, donc on va travailler dans la même. Et oui, et en plus c'est pour logique. C'est ça. C'est encore pour logique. Ah, voilà. Là, j'ai bien compris que c'est la promologie. Voilà, là, qu'est-ce qu'on a négocié aussi là-dessus, quoi. Déjà, j'ai fait ma liste de courses des logements dont on a Et besoin. après, j'ai fait l'accession à la propriété. Voilà. On a fait Voilà. on a mis beaucoup de contraintes. Après- Mais après, c'est pas. Bon, on va ça faire veut on pas va dire faire qu'on le peut tour. pas aller plus loin. Pour avancer. On a dit- Fabienne, comment tu te positionnes? Moi, je serais d'accord pour effectivement repousser pour essayer de négocier. Après, effectivement, j'aimerais bien voir le montant sur lequel on s'est engagé au total. Quoi. Mais on va regarder. Avec tous les- C'est une annexe du budget primitif, hein, de toute façon, c'est des éléments qui sont déjà. D'accord. Denis? Je trouve la méthode un peu cavalière, ça fait un peu prise d'otage. Et donc je serais pour ajourner également pour essayer de négocier au moins un logement supplémentaire. Paquita? On reporte et on négocie le plus possible. Ce qu'on peut. C'est sûr. Pas croire qu'on va avoir. Le maximum. 20 On logements. va demander le maximum pour avoir on va le mettre en place. Et Eliane, qui est arrivée là-bas, et j'ai démarré là, j'aurais dû démarrer là-bas en fait. C'est vrai. Donc Eliane. Moi aussi, je suis d'accord pour un journée, pour essayer d'avoir un logement en plus. Allez, Richard. Ah, c'est bon. La chose que vous ne savez pas dit, c'est les deux logements sociaux qui ont été attribués à la Venac. C'est de quel type? T4. 2 T4. Donc, proportionnellement en superficie. Ça fait 2 T2. Non, mais sans rigoler, ça doit être pas loin de 2 T2. Je ne sais pas là que. Pas loin. Je peux regarder dans Un les. Il faut qu'on soit. Rationnel. Rationnel, quoi. C'est pour ça que je parlais que c'est la typologie qui n'allait pas et non pas le nombre d'appartements. C'est pour ça que j'ai dit ça. Combien, par rapport à tous les mètres carrés des logements. Au tantième, on est bon. Au tantième, on est bon. C'est par typologie qu'on en voit peut-être moins. Ça, c'est une question à voir. Une deuxième question, Mme Weber a répondu, c'était la date qui m'inquiétait, mais pour l'instant, tant qu'on n'a pas donné notre travail, c'est repoussé. Troisième question, pour ma connaissance personnelle, c'est qui attribue les logements sociaux? Tu veux dire le dispatching, la visibilité? Le dispatching. Je veux bien que. La commission. C'est la préfecture. Non, qui attribue le nombre de logements qu'on va avoir ou qui. C'est la question que je posais tout à l'heure. La question totale, quoi. Sur nos logements de la mairie de Venac, quels sont les autres qui les attribuent exactement? Alors, sur les logements de la mairie de Venac, les 2 logements qu'on a eus, c'est le CCAS qui s'en occupe. On reçoit les personnes en permanence, on a les dossiers. Donc on a une vision. Ah oui, on suit, comme lait sur le feu, on sait combien, on a les dossiers qui sont en attente en fonction d'eux, et c'est ça qui nous permet de nous dire, ben voilà, sur tel type de logement, on a énormément de demandes. Là, c'est les T2, on a beaucoup de demandes T2, on n'a pas de... Voilà. Les T4, ce n'étaient pas les demandes les plus demandées en ce moment, et donc en fonction des critères qu'on a mis en place, donc critères d'urgence, critères de famille monoparentale, des personnes qui sont en difficulté, des personnes qui sont dehors et autres, on envoie les dossiers à la commission,
Et eux, en fonction de tout ce qu'ils reçoivent, ils déterminent après qui prend, les personnes sont ensuite. Après, donc, sur ce que nous sommes en train de construire, c'est aussi Promologie qui est en train de construire, non pas en train de construire, la prévision prévisionnelle. Parce qu'il n'y a rien de prévisionnel, c'est aussi Promologie. Oui. Donc, moi, je suis d'accord pour ce soir suspendre. Demander, étant donné que c'est de nouveau Promologie qui va faire le futur, on peut leur mettre une pression supplémentaire en leur disant que quelque part, 2 ce n'est pas assez, qu'on en voudrait bien. Alors, c'est toujours pareil, 6 c'est un calcul rapide parce que Philippe a dit 30%, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on regarde aussi par rapport à la superficie du logement. Mais David a demandé 4 pour essayer d'obtenir un 3e. Ou un T4 contre 2 T2. Il y a un T4 qui est déjà attribué et l'autre qui est en attente, qui va passer en commission. Bon, voilà, donc il y a moyen de discuter. Il y en a déjà un qui est attribué. Si. Ok. Moi aussi, je suis favorable à suspendre, à conditionner un peu notre appel, le temps de faire valoir les arguments qu'on a évoqués, savoir la politique volontariste locale, l'état du besoin, réellement remonté et précisé, en espérant qu'on ne nous opposera pas, d'un côté, un mécanisme qui est rodé, institutionnel, tout ce qu'on voudra, réglementaire, des émotions, et ensuite des décideurs qui ne sont pas forcément c'est pas les mêmes. Totalement. Voilà. C'est pour ça que j'étais intéressé par la question que posait Richard, savoir qui a décidé que Venerque n'aurait que 2. Voilà. Alors on n'a pas cette réponse. Parce que c'est la question que j'ai posée tout à l'heure et on n'a pas la réponse à cette question. Parce que moi je comprends que c'est une négociation. C'est l'État qui décide. Promologie, parce que je comprends un point décisif sur le processus. Décisionnel, c'est ça? Je pense que c'est l'État qui prend la décision. Après le Promologie propose. Il ne s'agirait pas de retarder, comment dirais-je, le dispositif qui aurait pour effet de mettre en difficulté un peu Promologie par rapport à sa trésorerie, et que lui soit puissant sur le sujet de l'attribution. C'est là où le point n'est pas clair, parce que moi je comprends que la dernière discussion de Monsieur le maire avec Promologie, dans cette discussion, il y a bien eu la possibilité, enfin, le point restait ouvert de dire on peut négocier. Donc ça veut bien dire pour moi que Promologie a un pouvoir décisionnel. Mais c'est ce que je comprends en filigrane. Et donc effectivement, juste pour être sûr, parce que je pensais que tout le monde l'avait bien compris, mais une fois qu'on a dit ça, on comprend bien que Promologie a la possibilité d'influencer le nombre de logements en fait par, donc vous avez compris, préfecture, département, commune. Mais ce nombre de logements, une fois qu'on a fixé le nombre, c'est bien la commune qui décide au travers de son CCAS de qui il veut mettre dans les logements, le département, puis ensuite la préfecture. Là, c'est global. Parce que c'était pas totalement clair. C'est long, mais là, ces conditions. Oui, c'est sûr. Pour moi, c'est pareil. Si dans ces conditions, on peut essayer de négocier, tant qu'il négocier. Si Promologie peut influer sur la décision, Serge. Pareil pour moi. En fait, on peut essayer effectivement demander un T4 supplémentaire pour au minimum 2 T2. On pourra obtenir au minimum 2 T2. Si déjà on récupère un T2, vraiment ça sera déjà, si je viens d'écouter Nadia, ça sera déjà bien. Non, en cédant un T4. On va demander un T4 et s'ils en donnent qu'un T2, bon déjà ça fait, moi je pense que c'est plus pour nous. Donc je suis d'accord pour la négociation de monsieur le maire. Sébastien. Je suis aussi pour la négociation, en fait, et je répète ce que je disais tout à l'heure, on voit bien en travers du CCAS, à chaque fois qu'on a des nouvelles familles qui arrivent sur Venerque, quand elles sont affectées par la préfecture, voire même le département, c'est des gens qui viennent de régions, d'environnements totalement différents de Venerque, elles arrivent, elles sont déjà en situation difficile,
puisqu'elles arrivent à Venères, donc vous comprenez bien que pour se déplacer en fait de Venères vers Toulouse et chercher du travail, ben, quand on n'a pas de moyens de transport véhiculé et qu'on n'est pas véhiculé, c'est très compliqué. Et donc 2 vases, en fait, c'est des gens qu'on retrouve tout de suite, quasiment tout de suite au CCAS. Donc pour moi, c'est pas logique en fait. On les met dans une situation d'entrée compliquée. Alors que si on arrive à un moment donné à proposer à des personnes qui sont en difficulté et qui ont quand même leur vie ancrée dans la région, je trouve que c'est plus logique. C'est une aide plus logique. Voilà. Moi, je voudrais poser une question. Est-ce que sur ces logements, nous, avec la commune, aurait le droit de choisir nous-mêmes les personnes qui habiteraient dans ces logements? Mais c'est le cas. C'est pour ça qu'on le précise depuis tout à l'heure. C'est bien ça l'enjeu en fait. La préfecture n'aurait aucun regard. On va y arriver, parce que tout le monde a compris. Nous, pour l'instant, on a 2 dans cette Les situation-là. 2 qui sont attribués à la commune, nous avons la main dessus. Les 16 autres, on n'a pas de main. On sait, Donc tu n'as pas compris le sens de mon propos en fait. L'idée c'est ça, c'est de voir si on peut avoir plus de logements où on aurait la main, ou peut-être à la place d'un T4 avoir 2 T2. Voilà. Nadia. Moi, la seule chose qui m'effraie, et peut-être que ce qui m'effraie n'existe pas, je veux dire, c'est juste, je ne connais pas la conséquence réelle du report du vote. Voilà. Et je ne connais pas la conséquence. Donc s'il y a une conséquence, j'allais dire, qui va affecter le projet d'une façon, j'allais dire, compliquée, ça m'embête. Si ce n'est pas le cas, pourquoi pas négocier? Voilà. C'est juste que je ne comprends pas, je n'ai pas dans mes mains la conséquence de notre décision sociale. En même temps, de côté, moi, je prends la parole, en même temps de côté, on nous demande de voter et de donner notre... voilà. Donc, c'est tout à fait, je trouve logique et normal qu'on se pose des questions, qu'on essaye de voir. Qu'on essaye de voir, parce que si c'est ça, c'est même pas la peine qu'on vote en fait. Ça voudrait dire, voilà. Donc on peut très bien se dire, on prend le temps de voir ce qu'il y a. On ne dit pas non, puisque le principe, tout le monde est d'accord sur le principe, on veut des logements sociaux, il faut y aller. Mais on ne s'oppose pas au système, mais juste on prend le temps de pouvoir se poser les bonnes questions. Donc, je sais que très bien, tout se fait aux dernières minutes. Je ne sais pas s'il y a une échéance au 31 décembre ou pas, j'en ai aucune idée. Sûrement que non ou pas, j'en ai aucune idée. Moi, je ne connais pas les conséquences. Je dis juste que ma seule retenue est que j'espère que notre décision ne créera pas de difficultés. Sinon, on se retrouvera le 30 décembre pour voter. Mais voilà, pareil, je suis d'accord avec la majorité d'ajourner, surtout que les discussions ont déjà été entamées avec Promologie. Attendre la fin pour savoir si on peut négocier un minima 1 ou 2. La seule chose que je ne comprends pas, c'est qu'on en attribue 2 à Vénère. Et c'est pas Promologie qui les décide. Alors comment Promologie décidera d'en attribuer d'autres alors que c'est pas elle... Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'interlocuteur. Est-ce que c'est le bon interlocuteur? Oui, c'est ça. J'ai noté le sujet, je pose la question au moment de... Moi, je pense qu'elle est quand même, c'est eux qui proposent. C'est eux qui proposent à l'État. Le nombre, c'est eux qui font leur public et l'État après dispose. Je voulais poser une question justement sur la date limite. Il y avait une date limite c'est ça, je ne sais pas. Non, elle me disait que non. Il n'y a pas de date limite. Par contre, moi, quand je les ai eus au téléphone, ils m'expliquaient que le vote du conseil départemental était conditionné à celui de la commune. Donc pour eux, plus vite la commune délibérera, plus vite le conseil départemental délibérera, et mieux... il n'était pas de nous. Après, pour Promologie, c'est une question de trésorerie. Puisqu'ils ont avancé l'argent, ils sont en train de le lancer, ils n'ont pas fini de payer. Forcément, ils ont 1,7 million là qui est en train de sortir. Bon, je pense qu'on peut arrêter le tour de table. Là, fait monsieur le maire, important. Bon, moi, je suis pour l'ajournement, pardon. Oui, bien sûr, effectivement. Donc, en adjoint, on n'a que du bénéfice à en tirer, déjà d'une part, sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Et après, ça va faire aussi la démonstration qu'on s'intéresse au sujet pour les projets à venir. Ouais, donc, donc, je pense qu'on peut passer au vote. Du coup, il n'y a pas de vote, on ajoute, puisque majoritairement. Oui. Alors, qui est pour l'ajournement? Voilà.
bon, je pense que j'ai pas besoin là. J'ai retrouvé ma voix. On avait déjà voté ce point-là. On avait, je ne sais pas si vous en souvenez, c'est la parcelle de Promologie qui se trouve face à l'espace socio-culturel. Ce que je vous propose qu'on le revote. Pourquoi? Parce qu'on a enlevé une bande puisque entre le premier projet qu'on avait voté et maintenant, on a un peu changé, on va dire, les intentions de mobilité. Et du coup, Promologie, en réalité, c'est bon, je crois que peu importe. Le PA a pris cette bande-là qu'on devait acheter. Donc nous, on a dit évidemment qu'on n'achetait pas si eux, ils ont aménagé mais en espace vert cette bande-là. Donc du coup, je vous propose qu'on achète la passerelle, la parcelle, je vais y arriver, sans cette bande-là. Donc on achète moins cher que ce qui était prévu. Dans le schéma, du coup, là, c'est... Et déjà pas cher, voilà. Moi, c'est ça qui m'interpelle, c'est comment ça se fait que c'est pas cher. Parce que c'est négocié en amont. C'est négocié en amont. Alors, je vais t'expliquer en deux... Non, c'est négocié en amont. Non, mais je t'explique en départ. Le vendeur du terrain ne voulait pas vendre la partie communale à la commune et la partie qu'aménagerait Promologie à Promologie. Il voulait vendre qu'à une seule entité. Donc Promologie s'est proposé d'acheter ce terrain en entier et de restituer la partie que la commune était intéressée au même prix que ce qu'elle avait acheté. Ça avait été fait comme ça pour la cantine aussi. Voilà pourquoi ce prix aussi bas. La parcelle avait été donnée. Pourquoi il est aussi bas? Il est aussi bas mais c'est la négociation. Pour la commune que pour Promologie. Mais c'est la négociation entre Promologie là et le vendeur. Je ne vais pas me mêler de ça. C'est pas nous qui avons fait la négociation. On refacture le même prix que lui t'a acheté? Oui. Ça, on est sûr. Certains. Non, mais je te dis certains. Je trouve que c'est pas cher. D'autant plus certains. Combien ça a été acheté avant? Oui. Non, mais c'était... Non, mais moi, c'est ma question. Certains. Ça m'interpelle énormément. Oui, certains. Parce que de toute façon, il faut leur certains. Voilà, c'est tout. Donc du coup, on vote pour l'achat finalement que des parcelles qui nous intéressent dans notre projet et donc moins cher que ce qu'on avait, parce qu'il y a moins de mètres carrés, moins cher parce qu'il y a moins de mètres carrés. Au prix au mètre carré, c'est le même. Est-ce que quelqu'un a des questions en dehors de ça? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point suivant, après l'adhésion à la convention de participation en prévoyance au 1er janvier 2024. Donc, je ne vais pas vous lire tout le texte parce que j'imagine que vous l'avez fait avant de venir ici. Donc, le centre de gestion... Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne a réalisé une procédure de mise en concurrence pour l'obtention d'une convention de participation en prévoyance. Et cette convention de participation a été attribuée au groupement Alternative Courtage. Donc, vous avez compris, donc il s'agit ici de la prévoyance de nos agents territoriaux. Donc, dans le cadre de ce dispositif, la commune verse une participation mensuelle par agent et ceci est obligatoire. Donc, je vous propose aujourd'hui d'adhérer à la convention qui a été négociée par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale et de participer, de fixer la participation de l'employeur, donc de nous-mêmes, dans le cadre de ce dispositif à 20 € par mois et par an, étant précisé que cette participation ne pourra être versée qu'exclusivement dans le cadre d'une adhésion de l'agent à la convention de participation en cause. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé. Le point suivant est sensiblement le même, mais est
concerne l'obtention concerne la convention de participation santé. Donc, comme je l'ai dit précédemment, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne a réalisé une procédure de mise en concurrence pour obtention d'une convention de participation en santé, et celle-ci a été attribuée à la Mutuelle nationale territoriale. Dans le cadre de ce dispositif, le versement par la commune d'une participation mensuelle par agent est obligatoire. Ce montant peut être unitaire ou modulé. Donc je propose aujourd'hui d'adhérer à la convention de participation en santé mise en place par le CDG 31 à partir du 1er janvier 2024 et attribuée à la MNT, et de fixer la participation de l'employeur obligatoire dans le cadre de ce dispositif à 15 € par mois et par agent. Y a-t-il des questions? Les élus peuvent y participer. Les élus peuvent adhérer. Non, c'est... Je passe au vote. Qui est contre? Pardon? Juste une petite question, je me demandais pourquoi c'était un prix fixe et non pas en fonction du salaire. Pour la santé? Oui, pour les deux? Non, pour les deux. Alors, jusqu'à présent, pour la santé, c'était, dans les deux cas, c'était en fonction de la rémunération, ça avait été délibéré en 2007, je vais vous expliquer. Sur la santé, alors je me souviens plus, mais le maximum c'était 12 € je crois, sur l'ancien système. Et là, le CDG, à partir de 2025, le montant minimum de la participation des communes, ce sera 15 € par agent pour la santé. Et le centre de gestion a décidé que les communes qui étaient déjà adhérentes à l'ancien contrat groupe, si elles voulaient continuer à adhérer, devaient dès le 1er janvier 2024 verser au moins 15 € de participation aux agents. Donc ça représentait un coût supplémentaire pour la commune par rapport à ce qui existait, d'autant que le fait de fixer au moins 15 € de participation, ça peut aussi être incitatif, etc. Donc, du coup, ça n'a pas été modulé pour des raisons financières, c'est un montant unique qui a été versé. Pour la prévoyance, on avait proposé la comité sociale et technique, donc la proposition qui avait été faite, c'est le même principe que ce qui existait par le passé, donc majoré de 2 € par tranche. Il y avait des tranches de participation qui étaient fixées par tranche de revenus, et plus l'agent gagnait, plus la participation était élevée. L'objectif étant d'avoir un taux de participation de la commune d'environ 50% pour payer l'agent. Le centre de gestion nous a dit que ce n'était pas possible, qu'on ne pouvait pas donner plus aux agents qui gagnaient plus et moins aux agents qui gagnaient moins. Si on faisait en fonction des revenus, il fallait donner plus aux agents qui gagnaient moins. On ne pouvait pas raisonner en pourcentage de participation. Donc, partant de ce raisonnement-là, là aussi, si on ne voulait pas, si on voulait quand même maîtriser le coût pour la commune, sans pour autant pénaliser de trop nombreux agents, on a fait le calcul et on a fixé à 20 € pour tout le monde. Ce qui est quand même plutôt favorable, ce mode de calcul-là, il est plutôt favorable à la grande majorité des agents. Du coup, ma question c'était, donc là c'est la participation de la commune à ces prestations-là pour les agents. Et du coup, est-ce qu'il y a une augmentation pour les agents de la cotisation? Parce que le mode de calcul des compagnies qui ont été retenues n'est pas le même. Et notamment, alors pour la santé, je ne pourrais pas vous dire que ça dépend, c'est pas en fonction du revenu, c'est en fonction de la couverture que choisit l'agent. En revanche, pour la prévoyance, la sienne n'est plus la même, c'est dans l'ancien système. La couverture de base elle a été calculée sur le traitement indiciaire hors régime indemnitaire. Et là, la cotisation de base, elle inclut le régime indemnitaire. Donc les agents qui veulent assurer leur régime indemnitaire, ils payent 2 fois. Ils payent une première fois sur la cotisation de base et une deuxième fois sur la cotisation pour le régime
indemnitaire. Donc pour les agents qui ont un régime indemnitaire un peu plus favorable, il y a une augmentation. Et le plus qui a été renégocié là, c'est pour environ combien de temps? C'est 6 ans avec une prolongation d'1 an supplémentaire, il me semble. Oui, c'est ça. Ouais. Du coup, les agents sont contents? Ils sont bien contents. Après, pour ceux qui ont le régime indemnitaire le moins élevé, pour eux c'est plutôt. Ouais, moi c'est ce que j'avais compris. C'était quand même plutôt plus favorisant pour les gens qui voilà. avaient les salaires. En plus, là, la participation de la commune, elle est de 20 € pour tout le monde, alors que pour les salaires les plus bas, elle était de 12 € avant. Donc, dans le premier projet qui avait été proposé au centre de gestion, elle était montée jusqu'à 14. Donc là, ça leur fait 6 € de plus. Il y a des agents qui seront couverts en quasi-totalité. C'est comme ça que je l'avais compris. Puis après, les agents ont la possibilité de moduler, de couvrir certains risques et pas d'autres. C'est à chacun en fonction de son personnel, de son âge aussi, des pathologies qui sont. Je trouve que c'est plus équitable par rapport à l'ancien système, puisque c'est plus favorisant pour les agents à plus faible revenu. Après, bon, ceux qui sont impactés, oui. on passe le discours-là. Sur ça, on n'a pas eu. En plus, on a dû le faire. Il avait oublié notre dossier. Donc on a dû le faire en 3 jours. Quoi. En plus. Ça devait passer début décembre et ils nous ont oublié. Donc c'est passé là, c'est passé au début. C'est ça. Ça devait passer début décembre. Après ils m'ont dit qu'il y avait des textes qui étaient à l'étude justement pour revoir la possibilité. Il y avait déjà une couverture, je me souviens que vous avez voté. Non, vous aviez voté l'adhésion de la commune au commande. De commande, parce que c'est un groupe de commande. Vous aviez délibéré pour ça. Mais il n'y avait pas encore eu les offres, la maîtrise des offres. Là, il faut que vous délibériez pour valider la participation de la commune, qui est obligatoire pour que les agents puissent bénéficier de. Ça, c'est une décision qui a été prise. Non, c'est le centre de gestion qui. Il y a une gestion, c'est sur un c'est au niveau du département, oui. C'est le centre de gestion de la haute-gestion. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé. Donc le point suivant a trait au dépoussiérage en quelque sorte du tableau des emplois communaux. Donc c'est la suppression de postes, la suppression administrative, puisque les agents existent malgré tout dans d'autres domaines. Donc on a combien le premier point, c'est la suppression d'un poste d'adjoint administratif tout grade à temps complet créé par délibération du 25 mars 2010, non pourvu en raison de la nomination de l'agence sur le grade de rédacteur suite à une promotion interne. La suppression suivante concerne un poste d'adjoint administratif tout grade à temps complet, 28 heures, créé par délibération du 18/12/2012, non pourvu depuis la mise en disponibilité de l'agent pour suivre son conjoint, puis sa mutation vers une autre collectivité. Le poste suivant concerne la suppression d'un poste d'adjoint administratif à temps complet de 18 heures, créé par délibération du 5 juin 2023, non pourvu en raison de la nomination de l'agent sur un poste d'adjoint administratif principal, 2e classe, suite à l'avancement de grade. Le poste suivant est supprimé, concerne un adjoint technique tout grade à temps complet, 23h30, créé par délibération du 14 juin 2017, non pourvu suite au départ à la retraite de l'agent. La suppression d'un poste d'adjoint technique tout grade à temps complet de 25 heures, créé par délibération du 9 juillet 2015, non pourvu depuis la mise en disponibilité pour convenance personnelle de l'agent. Suppression d'un poste d'adjoint technique à temps complet 34h15, créé par délibération du 5 juillet 2012, non pourvu depuis la nomination de l'agent sur un poste d'adjoint technique principal 2e classe, suite à un avancement de grade. Suppression d'un poste d'adjoint technique non tout grade à temps complet, 34h15, créé par la délibération du 24 novembre 2020, non pourvu depuis le départ à la retraite de l'agent. Suppression d'un poste d'ASEM
tout grade à temps complet, 34h30, non pourvu depuis la mutation de l'agent vers une autre collectivité, suppression d'un poste à 5, tout grade à temps complet, 34 heures, créé par la délibération du 12 juillet 2016, non pourvu suite au départ à la retraite de l'agent, suppression d'un poste d'adjoint technique à temps complet, 33 heures, créé par délibération du 14 juin 2017, non pourvu en raison du départ à la retraite de l'agent. Et enfin, suppression d'un poste technicien créé par délibération du 17 juillet 2020 dans le cadre de la procédure de recrutement d'un responsable du service restauration, entretien à 5, non pourvu en raison du recrutement d'un adjoint technique pour exercer cette fonction. Y a-t-il des questions? C'était le marathon. Non, mais je suppose que c'est des postes qu'on supprime pour des raisons d'horaire, des promotions. Ouais, non, mais épurer la situation de tous les postes. C'était vacant au tableau des effectifs. Voilà. Les tableaux d'effectifs, il est fixé au 1er janvier. Je me suis dit, bon, il faut quand même. Voilà, c'est le dépoussiérage du tableau. Voilà. Vous avez eu pas mal de. Donc il y a eu des avancements de grade et des promotions internes. Là, c'est des postes pour le coup qui sont vacants parce que les agents ont eu ces avancements-là. Après, il y a pas mal aussi de postes qui sont vacants parce que les agents sont partis à la retraite. C'est des situations qui datent. Et vous vous souvenez, vous avez eu aussi, sur les postes d'ADSEM et d'agents d'entretien, vous avez aussi créé des postes parce qu'on avait recalculé le temps de travail. Il y a une partie du temps de travail de ces agents-là qu'on avait redispatché sur d'autres agents. Tout un travail qui avait été fait pour la rentrée de 2022. Vous avez stagiairisé un certain nombre d'agents. Donc, vous avez créé des nouveaux postes et les anciens postes sont restés vacants. Donc il n'y a pas de suppression de postes cliniques en fait. Ça, là, c'est que du coup, on ne sait pas à quoi ça correspond par rapport à l'effectif actuel. En fait. Ça, vous l'aviez dans le tableau des emplois que vous approuvez avec le budget primitif. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand vous approuvez le tableau des emplois avec le budget primitif, vous avez tous les emplois et vous avez en dernière colonne le temps non prévu, il y avait le temps de travail qui était associé à chaque fois avec l'explication. C'est vrai que ça brouille la lecture du tableau des emplois. Même moi, je finissais par mon père, on va savoir qui. Donc là, c'est simplement mettre à jour pour avoir une photographie qui corresponde aux emplois effectivement occupés aujourd'hui, en sachant qu'on n'a pas supprimé. On a supprimé que des emplois qui aujourd'hui ne sont pas n'existent pas, ils sont occupés. Oui. Du coup, il faudra qu'on fasse le lien avec le prochain tableau qu'on aura au prochain budget pour avoir une photographie réelle de la situation des C'est-à-dire, c'est ça, oui. Et par rapport à l'année dernière, il sera plus propre. Il sera plus en adéquation. Après, dans le tableau des emplois, vous avez le nombre de postes existants avec à chaque fois le temps de travail. Et vous avez une dernière colonne qui vous indique pour chaque grade les emplois, le nombre d'emplois qui est non pourvu. Donc là, le tableau que vous aurez lors de la séance d'approbation du budget, pour le coup, ça correspondra vous n'aurez plus, vous aurez un poste non pourvu. Il restera un poste non pourvu et c'est tout. Mais c'est vrai que quand on regarde la liste, là, quand on voit par exemple un départ à la retraite, on supprime son poste. Mais ça veut dire qu'il y a. Non, mais parce qu'on en a créé un autre. Vous avez créé un autre, voilà, mais sur un temps de travail différent. Ça. Parce qu'il y a une partie des heures, notamment ça avait été le cas pour les ADSEM et les agents d'entretien. La volonté c'était de donner plus d'heures aussi à des agents déjà titulaires qui étaient là sur des temps non complets, donc qui ont récupéré. C'est deux exemples d'ADSEM qui ont récupéré un petit volet d'heures. Sur les agents d'entretien, c'est pareil, on a essayé de rationaliser les emplois du temps, au sens où on a essayé d'avoir des emplois du temps le plus continu possible, parce qu'il y a des agents qui avaient beaucoup dans leur emploi du temps. Donc on a remanié les heures en y intégrant le poste qu'ils avaient déjà, les heures de ceux qui s'en allaient et les besoins nouveaux. On passe au vote qui est contre, qui s'abstient, approuvé.
Le point suivant, après l'attribution d'une subvention à l'association du groupement des gardes particuliers pour la protection de la faune et de la flore des propriétés d'autrui. Donc, sur notre commune, nous avons M. Druy, donc, qui est garde particulier, qui intervient régulièrement, vous avez l'habitude de le voir à l'accompagnement de notre police municipale. Donc, à savoir que le garde particulier est un agent en charge de mission de police judiciaire. Et donc, en dehors du territoire confié à sa surveillance, le garde particulier n'a plus de qualité pour dresser au serval. Par arrêté du 2 août 2021, M. Druy a reçu, pour une durée de 5 ans, l'agrément en qualité de garde du domaine routier particulier pour constater toutes les infractions, contraventions dans le domaine du bois et forêt prévues au Code de l'environnement qui portent préjudice au droit du domaine routier de la commune de Venelle. Dans ce cadre, Serge Druy est présent bénévolement aux côtés de la police municipale, régulièrement sur le domaine public, lors de manifestations. Afin de reconnaître son implication au service de la commune, il est proposé au conseil municipal de verser une subvention de 500 € à l'association du groupement des gardes particuliers pour la protection de la faune et de la flore des propriétés d'autrui. Des questions? Oui? Est-ce qu'il y a un compte rendu de ce qu'il fait dans l'année sur les différentes actions? Il ne travaille jamais seul, il est employé uniquement en renfort de la police municipale lorsque le cas se présente. Le cas se présente lorsque, pour des raisons de repos, de maladie, etc., la police municipale se retrouve seule. Il est souvent également présent sur les manifestations publiques, fêtes locales, foires, etc. Oui, mais ce n'est pas ma question. Ma question, c'est comme il est plus par rapport à la protection de la faune et de la flore, un bilan d'activité. Est-ce qu'il y a quelque chose qui montre qu'est-ce qu'il a fait par rapport à ça, ou qu'est-ce qu'il y a eu comme infraction qui concerne... Dans ce domaine-là, pour l'instant, il n'a aucune action sur ce domaine-là. Même je préfère autant qu'il ne fasse pas, mais nous, on l'emploie surtout pour l'appui de la police. Si j'essaie de reformuler la question, en fait, cette personne fait partie d'une association, on est d'accord? C'est ça. Est-ce que l'association fait un bilan des interventions sur l'année qui vient de se dérouler? Je n'ai pas de retour. T'as ok. Enfin, je sais pas, ça me paraît très logique qu'on ait quelque chose qui nous dise, ben voilà, par rapport à notre activité, on a constaté ça, ou voilà. Il y a eu des améliorations. Ouais, mais je trouve que c'est pertinent parce que ça nous permettra aussi à nous de savoir sur où on doit être notre degré de vigilance. Ben oui. De vigilance. Par exemple, si on a quelque chose qui se dégrade. Je demanderai qu'on fasse un petit topo sur le sujet. Sans qu'il fasse un roman. Oui, c'est juste avoir une idée. Donc là, si je peux me permettre, si je comprends bien, vous nous avez demandé de voter une subvention de 500 € pour M. Louis, parce qu'il a aidé la police municipale. C'est ça, parce qu'il est régulièrement la police municipale. Par rapport à tout ce qui est flore et faune, on ne sait pas. Non. Non, mais c'est pour ça qu'il faut que... Et moi, je ne sais pas, je ne vois pas... on le voit régulièrement, cette personne, avec la police municipale. Ah, tout à fait. Je ne sais pas si je vous... Oui, c'est très régulier. Ces jours-ci, là, il y a des... Oui, lorsque pour une raison ou une autre, comme je disais tout à l'heure, la police municipale se retrouve effectif minimum, c'est-à-dire déjà donc lorsqu'il y a une activité à l'extérieur, à conduire à l'extérieur, on appelle M. Druy. Et surtout, nous avons sur la fête locale. Nous l'avons sur la fête locale et d'autres manifestations. D'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé. Il y a 4 abstentions. Combien d'abstentions? 4. Ah mais c'est la demi. On va faire. J'ai mis au rapporteur, mais... Il n'est pas là, oui. Tu le fais? Alors, validation et engagement de la participation financière de la commune pour la réalisation par le SDEC de travaux pour l'extinction nocturne de l'éclairage public. Donc ça, c'est des travaux
Alors je prends la délibération en cours, puisque ça devait être Denis qui l'a présenté, mais il n'est pas là ce soir, puisqu'il nous représente, je ne sais plus dans quel c'est. Au SAGE, voilà, c'est ça. Du coup, ça, c'est les travaux, on est d'accord, on a pu dire, qui ont été faits. Voilà, qui ont été déjà mis en place, etc. C'est juste qu'on avait délibéré le 16 mars 2023, et qu'on avait validé le projet et l'engagement de la participation financière de la commune pour la réalisation par le SDEC de travaux concernant la fourniture et la pose de 9 horloges astronomiques pour l'extinction nocturne de l'éclairage public, y compris l'illumination du clocher. Voilà, c'est pour ça que je posais la question, parce qu'il y avait bien sûr l'extinction, ça s'est fait, et il y avait l'illumination de l'église. Oui. Alors, c'est fait au niveau de l'extinction publique, mais ouais. du coupure du clocher, je ne pense pas que c'est fait. Ils ont acheté les fournitures, mais c'est pas encore en place. Non, justement, c'est... Ouais. Ok. Non, mais c'était ma question, savoir précisément. Donc il y a encore des choses en cours là-dedans. Okay. Donc je reprends. Oui, voilà, l'idée c'était ça, c'était la participation financière pour ces 9 horloges. Donc certaines ont été mises en place, mais celles qui concernent l'extinction, on comprend bien. Parce qu'elle est en place à l'extinction, il reste la question de l'illumination du clocher. La mise en place d'une ligne de vie provisoire pour l'accès à la commande spécifique des points lumineux de l'église a conduit à l'intervention d'une entreprise spécialisée. Ce dispositif est un peu plus coûteux du coup que la solution chiffrée au départ. Donc au final, ça a coûté plus cher, pour faire simple, que ce qu'on avait prévu et que ce qu'on avait voté. Donc du coup, la délibération prise par la commune le 16 mars ne couvre pas le montant des travaux supplémentaires. C'est pourquoi il est demandé au conseil municipal aujourd'hui de prendre une nouvelle délibération qui annule et remplace la précédente afin d'approuver le projet suivant. Donc, le projet, c'est le coupure du clocher, fourniture et pose d'un coffret classe 2 équipé d'une horloge astronomique radiopilotée, à poser sur le toit pour la programmation d'une coupure de nuit à 1h des 2 projecteurs. Alors là, une coupure de nuit à 1h du matin, j'imagine, concernant les 2 projecteurs de 250 watts. Conformément à l'arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments résidentiels afin de limiter la nuisance lumineuse et les consommations d'énergie. Ensuite, ça concerne cette délibération, la commande concernée pour l'église, c'est P église 1CS, excusez-moi, c'est très technique. J'imagine que... Ouais, Philippe, c'est exactement la même, sauf qu'on a dû rajouter la ligne de vie. Et la différence, c'est que... Ah ben voilà, c'est après, voilà. Voilà, et la différence, c'est que le reste à payer, qui était initialement à 2431, il passe à 4280 pour tenir compte de cette ligne de vie. Et on comprend bien d'ailleurs qu'ils n'ont pas pris en charge cette ligne de vie, parce que c'est très spécifique à la topologie de l'église, en fait. D'accord. C'est haut. Ok. Donc en fait, c'est la seule chose qui change. C'est la seule chose qui change concrètement, c'est cette ligne, c'est la mise en œuvre de la ligne de vie. On sent, oui, bah moi je propose que pour amortir ce coût-là supplémentaire, on puisse éteindre un peu plus les lumières dans la ville. Mais sauf que tu vas payer hyper cher la reprogrammation de tous les points lumineux, tu l'amortiras pas. On en avait parlé en commission environnement. Ce qu'on a proposé en commission environnement, c'est que maintenant que donc déjà c'est bien, une fois plus, hein, ça y est, on éteint la lumière à Venerc. On a prévu en mars-avril, on a prévu en fait de faire une enquête pour avoir un peu le retour, pour voir si sur la période qui suit, est-ce qu'on élargit, est-ce qu'on reconditionne là ou pas. Mais l'idée c'est ça en fait, c'est de faire un retour de terrain. Dorénavant, on a acheté les horloges astronomiques, donc on peut les programmer comme on veut. Exactement. Ça va pas nous coûter cher. Après le retour, c'est le SDEC. C'est le SDEC qui programme. Ouais, sauf que c'est le SDEC qui programme, hein. Nous on ne touche pas. Hein. Parce que c'est la responsabilité des points lumineux, s'il y en a un qui claque, oui. C'est le SDEC, donc c'est la responsabilité, donc c'est le SDEC qui programme. Mais bon, le choix, on ne va pas refaire le débat. Le choix si on a fait ce choix, c'est parce qu'on y allait progressivement, pour plein de diverses raisons. On va pas refaire le débat ici et maintenant. Mais de toute façon, on est pour justement prendre la température des gens par rapport à... Accessoirement, les différents retours de citoyens qui nous écrivent, hein, il y a des pour et des contre. Enfin, c'est très, une fois plus, c'est très...
En même temps, c'est pas une position franche d'un côté ou de l'autre. Je voulais juste préciser que quand on a pris la décision de l'inspection, on s'était dit qu'il fallait qu'on se donne un certain temps pour voir comment ça allait faire et qu'on allait après demander l'avis des gens pour savoir s'il fallait... ce que je viens de dire. Oui, mais dans le sens, je me rappelle qu'on avait déjà... On en avait parlé, en fait. La commission le dit, mais au départ, c'était ce qu'on avait dit. Donc, j'entends, mais... Juste en même temps, il y a quand même plein d'endroits où ça se passe. Oui, mais alors, plein d'endroits où ça se passe, moi, je peux te citer plein d'exemples où les gens, majoritairement, ils ont pris des choix, puis après, ils se sont aperçus que c'était des grosses bêtises, quand même. Là, tu veux que je te cite 1933, par exemple, en Allemagne? Je vous propose de pas relancer ce débat. Ouais, mais bon, c'est pas parce qu'ailleurs ça fait comme ça qu'ils ont raison ou à tort. Voilà, chacun le fait comme il veut. On passe au vote. Ouais. Compte tenu des règlements applicables au SDEG, la part restante à la charge, oui. Est-ce que la part du SDE a jugé à augmenter ou elle est restée la même? La part du SDEG, tu veux dire? Ouais. Ben, je pense que c'est proportionnel, ça. Non, la ligne de vie, c'est ce que vient de dire. C'est un élément qui n'est pas, j'allais dire, dans les finançables par le SDEG. C'est un poids supplémentaire qui était obligatoire pour mettre en œuvre, qui pensait qu'elle existait, et que quand le professionnel est venu, il a vu qu'il manquait ça, et donc il a dû le rajouter. Donc c'est un point qui n'est pas cofinançable. Qui est spécifique à la topologie. À la topologie, au fait qu'il y ait l'église, quoi. C'est possible de rajouter l'accessibilité au... Donc, compte tenu des règlements applicables au SDEG, la part restante à la charge de la commune est estimée à 4 280 € au lieu de 2 341 € précédemment, et se calculer comme suit, la part de la DBA à 1 516 €, la part du SDEG à 3 850 € et la part restant à la charge de la commune à 4 280 €, ce qui fait un projet à 9 646 €. Voilà, donc avant de planifier les travaux correspondants, le SDEG demande à la commune de s'engager sur sa participation financière et donc de revoir sa délibération du mois de mars, du 16 mars. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet présenté ci-dessus, avec les chiffres que je viens de citer, de décider de couvrir la part restante à la charge de la commune par voie d'emprunt et de prendre rang sur le prochain prêt du SDEG. Donc, qui... Des questions complémentaires? Sinon, qui s'abstient? Qui est contre? Eh bien voilà, je vous remercie. Donc du coup, je continue, puisque c'est dans ma délégation. Dérogation au repos dominical des commerces de détail pour l'année 2024. Donc il vous est proposé aujourd'hui de prendre une délibération qui permettra au commerce de la commune, commerce de détail de la commune, s'il le souhaite, de pouvoir ouvrir certains dimanches de l'année. Donc on a réfléchi ces dimanches, parce que c'est des dimanches stratégiques commercialement parlant. Donc on parle du 14 janvier, puisque c'est le premier dimanche qui suit le début des soldes d'hiver. On parle du 30 juin, parce que c'est le premier dimanche qui suit le début du solde d'été. On parle après des dimanches qui concernent début décembre, et le 1er décembre, le 8 décembre, qui vont concerner notamment le marché de Noël l'année prochaine. Puis après, il y a les dimanches qui approchent, bien sûr, la période des fêtes, période, comme tout le monde le sait, très stratégique sur le plan commercial. Voilà, donc pour pouvoir permettre à nos commerces d'ouvrir ces dimanches-là, on doit prendre la délibération ici, avant le 31 décembre, sachant que la délibération a été prise aussi au niveau de la communauté de communes, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce qui concerne l'activité économique, le développement économique, c'est une compétence de la communauté de communes. Donc, j'allais dire jeudi, non, c'est mardi dernier, le 12 décembre, la communauté de communes a voté cette possibilité-là pour les commerces de Merck, comme elle l'a fait aussi, je crois, le conseil communautaire précédent pour les commerces d'Haute-Rive, sur les mêmes conditions, les mêmes jours, exactement la même chose. Voilà. On rappelle dans la délibération que ces possibilités d'ouverture, qui sont inscrites dans le cadre de l'accord pour l'année 2024, bien sûr, excluent tous les autres dimanches de l'année et sont subordonnés aux conditions suivantes. 1. Ne faire appel qu'au volontariat pour les salariés qui souhaiteraient travailler ce jour
Voilà. Respecter les amplitudes d'ouverture suivantes pour ces dimanches, donc c'est de 9h à 20h. Pour les magasins ouverts les 24 et 31 décembre, fermeture au plus tard le 19, mais là, il n'y a pas de 24 et 31 décembre dans la délibération de 2024. Ça aurait été le cas pour 2023, mais pas pour 2024. Appliquer l'interruption habituelle pour le déjeuner qui sera de 30 minutes minimum et limiter les ouvertures des jours fériés légaux, du coup, de l'année 2024 aux jours suivants, 1er avril, 8 mai, 9 mai, 20 mai, 15 août, et 1er novembre et 11 novembre. Voilà. Puisque les jours fériés peuvent légalement être ouverts par les commerces, mais du coup, quand on choisit de donner la possibilité à des commerces d'ouvrir certains dimanches de l'année, on limite dans la liste des jours fériés de l'année la possibilité du coup d'ouvrir juste à certains jours fériés. Donc là, en l'occurrence, c'est ciblé 1er avril, 8 mai, 9 mai, 20 mai, 15 août, 1er novembre et 11 novembre. C'est les seuls jours fériés où ils pourront ouvrir de façon légale. Après, tout ce qui est 25 décembre, 31 décembre, etc., tout ça, 1er janvier, plus exactement, ça sera, ils n'auront pas le droit. Donc le Conseil communautaire a mis un avis favorable lors de sa séance du 12 décembre dernier sur cette dérogation au repos dominical pour l'année 2024 dans les commerces de la commune de Venerque, tel que je viens de vous le présenter. Donc il est demandé au Conseil municipal d'approuver ce calendrier de dérogation et d'autoriser M. le maire ou à défaut son représentant à prendre toutes mesures nécessaires à la mise en œuvre de cette présente délibération. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Du coup, là, en fait, qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui est concerné, c'est Intermarché, les commerces de détail de la rue Lausanne. C'est le commerce Après, c'est du Intermarché. Tout ce qui le désire. Non, tout ce qui le bricomarché même pas, parce que le bricomarché, c'est un magasin dédié au bricolage, ils ne sont pas concernés par cette délégation. Ceux qui ont Oui, ça concerne tous les... S'ils sont tout seuls, s'ils ont des salariés, oui. Ils sont pas salariés. Il y a la restriction que je viens de citer. Voilà, c'est tout. Donc, qui s'abstient ? On votera contre parce qu'on n'est pas très d'accord pour le fait que les salariés puissent travailler. C'est le volontariat. C'est le volontariat. Ça part à la mode sur la négociation. Ça modifie quand même beaucoup la façon de vivre des familles. Et le volontariat, on sait ce qu'il est quand on ne peut pas mettre d'argent dans son truc. Effectivement, forcément, on décide de travailler. Mais je comprends ce que tu dis. Après, c'est vrai que la décision de le mettre au vote aussi, c'est parce que c'est vrai que c'est des jours quand même stratégiques commercialement. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle de crise, c'est vrai qu'il y a certaines familles qui sont des salariés même qui le demandent de pouvoir travailler quelques jours de plus dans l'année, c'est pas un peu antinomique. Et donc ça dépend. Après il y a les deux positionnements, et c'est vrai que ça ne représente pas non plus, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dimanches dans l'année. Et attention, c'est pas parce qu'on le vote aujourd'hui que ça va se faire. Il est possible qu'il y ait peut-être un dimanche, 2 dans cette liste-là qui soient utilisés par nos commerces ou pas. C'est vrai que le 8 décembre et le 15 décembre, c'est possible, le 1er décembre et le 8 décembre, c'est possible que ça tombe sur la date notamment du marché de Noël. Donc voilà. Bon, voilà. Donc ça me semble cohérent par rapport à la... Oui, c'est pas nécessaire. J'entends votre position, votre idée. Il faut quand même imaginer que si si les administrés n'ont pas possibilité d'acquérir des biens sur Venerque, ils vont les acquérir ailleurs. Donc c'est une façon comme une autre. Peut-être si on ne vote pas cette délibération, c'est un peu mettre un petit peu en danger nos petits commerces. Voilà, après, le nombre caractéristique du jour faire passer le dimanche pour un jour normal. Non, mais je comprends. Je voulais juste apporter la précision. Mais faire passer des jours fériés comme des jours normaux. On peut se poser la question de l'engagement des gens, de leur participation, de tout un tas de choses. S'ils sont obligés d'aller travailler ou de garder les enfants parce qu'il y en a deux qui va travailler, Oui, mais ça, c'est... Et puis il y en a, comme je te dis, qui seront contents de le faire aussi, voilà, financièrement parlant.
Et comme je te dis, il y en a qui seront contents aussi de le faire parce que financièrement ils s'y retrouveront. Donc, bon, voilà. Notre rôle, quand même, est de donner les conditions. Les conditions, c'est volontariat. Maintenant, si les personnes, on leur, voilà, et qu'elles ne peuvent pas, c'est encore autre chose. Nous, on a bien notifié les conditions pour pouvoir le faire. Après, j'entends, la situation est telle qu'elle est, mais on est là pour le dire aussi, et on le pose. Donc, à un moment... L'idée, c'est de voilà, c'est bien de... Voilà. Fabienne. Oui, non, mais Alors, moi, on s'écoute aussi. à la communauté de communes, j'ai voté pour ça. Parce que moi, je le voyais côté, effectivement, commerçant, salarié, enfin bon. Sauf qu'après discussion avec d'autres personnes, et je me suis dit, mais ça encourage, même si c'est peu de jours, c'est pas en cohérence avec le fait de consommer moins d'énergie, c'est pas dans la même... on est quand même pas dans le même... on est quand même dans une période où il faut quand même qu'on commence à réfléchir à tout ça. C'est un acte citoyen. Si la personne ne part pas consommer ces jours-là, oui, les personnes n'ouvriront pas. Par contre, si les personnes, si c'est pas ouvert et qu'ils perdent du pouvoir d'achat, ben c'est juste les commerces qui vont plus être amenés. Oui, mais collectivement, on pourrait imaginer qu'on aille plutôt dans le même sens que ce qu'il faudrait qu'on aille. Et là, c'est pas le cas. Alors, on peut passer au vote. On va passer au vote. Chacun a mis ses arguments. Voilà. Chacun a posé ses arguments. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser d'autres arguments? Donc, qui s'abstient? Oui, bien sûr, c'est la valeur travail. Donc, on a une abstention, on est d'accord? Une abstention. Qui vote contre? Donc, on a 2 contre, peut-être plus, avec 3 contre, du coup. Et mais du coup, qui est pour? Histoire de faire lever les bras un peu. Donc, ben voilà, la délibération est adoptée à la majorité. Donc on passe à la question. Question écrite. Et maintenant, on passe aux questions, c'est ça? La première question. Dans la première question, après la mobilité, réduire la vitesse sur la D19 route Naillou, cette proposition de prolonger la zone à 70 jusqu'à la ZAC. Excuse-moi, Michel, c'est pas la première question. La oui, première question... la première question n'a pas de nid, donc c'est une question qui est liée à la compétence de M. Béziat, mais M. Béziat est incapable au sage, donc je pense qu'on pourrait... De quoi on parle? De quoi on parle? Sur l'entretien d'espace vert, bas-côté et chemin. Alors la question commence comme celle-là. Monsieur Ticou, Pierre et ses voisins ont-ils eu une réponse concernant la ronde de Baronesse? Très honnêtement, M. Béziat n'est pas là. Moi, je considère que je ne suis pas convaincu que dans un conseil municipal, on a à traiter de sujets qui concernent un particulier, la situation d'un particulier précisément. Je m'interroge. C'est très limite de faire remonter les questions de... En tout cas, moi, je ne souhaiterais pas, très honnêtement, que soit débattue en fait, dans un conseil municipal ma situation personnelle. Surtout si je ne suis pas là. Oui, mais d'accord, mais bon, après, tu poses la question de façon générale. S'il a un problème particulier, il y a le dire ce qu'il a déjà fait. C'est quoi le plan d'entretien des routes de Yvetot si on a là, on peut poser la question, c'est une question générale. Alors, je préfère qu'elle soit posée comme ça, et donc, du coup, la prochaine fois, je propose que sur les prochaines questions, on évite de nommer en fait, des personnes. Une fois de plus, moi, personnellement, si ma situation personnelle devait être traitée dans un conseil municipal sans ma présence, ça m'embêterait beaucoup. En tant que citoyen, si tu interpelles le maire, je pense que tu aimerais bien avoir une réponse. Ouais, mais c'est. Juste si je peux me permettre, il a interpellé plusieurs fois et le maire et moi-même, je me suis même déplacé chez lui. Donc excuse-moi de te dire que les choses ont été faites. Donc, et les réponses ont été données. Donc après, du coup, je ne vois pas ce que ça va faire sur la tête du conseil municipal. Après que tu poses une question générale autour de l'entretien, ça ok, mais donc on est d'accord là-dessus. Ça a sa place. On est d'accord là-dessus. Vous reformulerez la question. Non, parce que si la personne est d'accord pour que alors jusqu'à preuve du contraire, excusez-moi, mais nous on ne sait pas si cette personne elle est d'accord ou pas. C'est toi qui le dis ça. Vous remontez des éléments. Non, mais oui, mais excuse-moi, mais
T'as un document, On ne le ferait pas si on n'était pas sûr de... Ah, on ne le ferait pas. Enfin, bien sûr, quand même. excusez-moi, mais on est dans une institution là qui est quand même un peu officielle. Enfin, moi, je me permets pas de mettre sur la place publique en fait des situations personnelles sous prétexte qu'une personne est d'accord ou pas d'accord. Enfin, c'est pas logique. C'est la question. C'est pas logique. C'est la question sans nommer la personne. En fait, je veux dire, en faisant quelque chose de heureux. Mais oui, mais excuse-moi, mais c'est ta parole en fait là. Il va falloir quand même qu'on... Alors le plan d'entretien, du coup, Denis Béziat n'est pas là, donc oui, on sauf ne que voit ça pas la fait question. 3 mois qu'on demande, qu'on pose cette question-là. Quand est-ce que vous nous donnez le plan d'entretien? Eh bien, vous ne l'aurez pas ce soir, il faudra attendre le retour de Denis Béziat. Oui, mais parce que, enfin, bon, c'est quand même long à avoir des réponses sur des questions qui sont quand même pas compliquées. Qui intéressent quand même plusieurs personnes, sans les nommer. Oui, non, mais ok, d'accord. Sur le sujet, il n'y a pas de souci. Après, ce que je peux dire, moi, ici, quand même, ce qu'on peut dire, c'est que par rapport au sujet, il y a eu, au niveau des temps, des fossés, de façon générale, sur la commune, avec la route de la Baronnaise, etc. Il y a eu en 2000, alors on est en 2023, donc on remonte, je pense que c'était en 2022, sous réserve de voir avec chez Béziat, c'était 2021 ou 2022. Il y a eu 2 années d'affilée, en tout cas, des retards qui ont été pris par le prestataire. Voilà. Et c'est pas que l'entretien s'est pas fait, il s'est fait l'entretien. Non, mais c'est pas effectivement, la... il y a eu c'est pas la question. C'est pas la question. C'est pas la question. La question, c'est l'année dernière, effectivement, il y a un certain nombre d'endroits qui n'ont pas été taillés, qui n'ont pas été tondus. Et la question, c'est de savoir quelle est la stratégie qui a été mise en place sur des lieux qui ont été tondus ou pas. Et cette question a été posée. Donc, moi, je propose, désolé, mais on va devoir ajourner en fait la réponse à cette question. Parce que l'adjoint au maire, qui est en charge, mais n'est pas là pour répondre. Mais on a bien compris la question et il va falloir y répondre. Alors pour la mobilité, non, ça n'a pas été reporté sur le document de mobilité présenté aux habitants, puisque ce document s'appuie sur le travail du bureau d'études et du groupe qui a réfléchi. Donc c'était une proposition, on va dire, de monsieur le maire. Donc on n'a pas amendé par des propositions de monsieur le maire quoi que ce soit, hein. Il y en avait d'autres. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se faire. Ce que je veux dire, juste la réponse, non, ça n'a pas été rajouté, puisque le travail qui a été présenté au document de mobilité est fidèle au travail qui a été fait avec le bureau d'études et avec le groupe mobilité. Donc ça veut dire que la proposition de elle peut être faite. n'existe pas. Non, elle peut être faite, mais je veux dire, c'est pas pour autant le maire est encore maître, quoi. Il peut faire un arrêté, il peut faire ce qu'il veut, mais la réponse est est-ce que ça a été traduit dans le document de mobilité? Ma réponse non, puisque le document est fidèle au groupe de travail. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se faire. La question des voilà. La question des 70 km/h dont on vient de parler n'intéresse pratiquement pas la commune dans la mesure que c'est une compétence totale du département. Donc il faut le reporter au département. Donc moi j'ai posé la question au département s'ils envisageaient de rabaisser la vitesse jusqu'à la ZAC, voire jusqu'au Gary. Pour l'instant, la réponse n'a pas été donnée et sera certainement négative parce que on suit sur Mme Barrault. Moi, j'ai eu la réponse qui a été donnée à Mme Barrault. Parce que là, c'est encore une question personnelle. La dame de la riveraine qui avait écrit au conseil départemental a eu réponse par le conseil départemental. Et le conseil départemental s'est bien prononcé dessus, n'envisage pas de réduire la vitesse jusque-là. Je suppose que c'est pas moi. J'ai posé la question, on me répond non. En fait, on a répondu à la requérante qu'ils n'envisageaient pas de réduire la vitesse et ils ont même rajouté qu'ils envisageaient de demander au maire d'accentuer les contrôles de vitesse, de faire pression sur la gendarmerie pour qu'ils augmentent les contrôles de vitesse. Voilà, non mais chacun sa compétence. C'est départemental. C'est pas toi qui décides la vitesse sur la route départementale. On fait des propositions, mais je reviendrai à la charge, c'est pas un souci. Mais bon, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Donc la réponse, elle vient d'être envoyée à madame. Comment? La réponse, elle vient d'être donnée à madame. Oui, mais pas par moi. Par celui qui en est dans par l'autorité qui a été saisie. Par l'autorité compétente. Parce que la dame a saisi le département
le maire et le député. Tu connais. Tu peux te confirmer, c'est ça? Le traçage zone 30. Alors, le passage, la zone à 30, l'entreprise est mandatée et malheureusement, on peut constater qu'on n'arrête pas de la relancer. Pour l'instant, elle n'est pas encore venue. Voilà. Donc, mais elle a bien été mandatée, comme je l'ai dit la dernière fois. Mais entre-temps, j'avoue qu'on a un peu du mal à la faire venir. Mais elle a bien été mandatée. Déchets. Sous Roche. Donc le collectif Sous Roche a rencontré le président du conseil de la communauté commune jeudi dernier. Vendredi dernier, j'étais présent, ça s'est très bien passé. Nous avons convenu d'un rendez-vous sur le terrain début janvier pour essayer de trouver des solutions à la problématique. Je répète votre question? Non, là. Donc là, on ne peut pas écouter. Ça n'écoutez pas. Ça a trait aux habitants de la mue sous Roche qui ont interpellé le conseil municipal la dernière fois. Ils ont rencontré vendredi dernier le président du conseil départemental de la communauté commune. J'étais présent à cette réunion. Ça s'est très bien passé. Il a été convenu d'une réunion sur le terrain au début janvier. Bon, fait l'affaire sur le coup. Ensuite, extinction de l'éclairage public pour la mairie. Il y a la Tuilerie. À la Tuilerie, mais les déchets sont retirés. Oui, ok. Et l'adjoint. Non, mais là c'est le chemin en fait. Et donc le fait qu'il y a des gravats ont été utilisés pour boucher en fait des trous sur le chemin. Donc l'adjoint aux travaux a demandé à voir les résultats. Normalement, on a les analyses qui disent qu'il n'y a pas de pollution. Alors je rentre dans le détail si tu veux. Du coup, en fait, tous les gravats qui ont été déposés à la tuilerie ont fait l'objet en fait d'analyse, parce qu'il y a des points d'analyse qui sont faits ponctuellement à différents endroits des départementales. Donc là où en fait le gravier a été retiré. Donc il confirme bien qu'il n'y avait pas de traces en fait de polluants. Donc ça veut dire que le dépôt là qui était stocké au niveau de la tuilerie et qui a ensuite été utilisé pour reboucher les trous, il n'y a pas de traces d'amiante et de polluants. Est-ce qu'on pourra consulter Alors on a eu le rapport, si je ne dis pas de bêtises. Le détient, je pense qu'on peut le prouver. En tout cas, les relevés avec le résultat des traces. Ils ont été faits qui sont faites directement par le. Comment s'appelle déjà l'organisme là, qui gère les. C'est pas Non. L'Adriac peut-être, je ne me souviens plus. Je sais plus, je ne sais pas le nom. À vérifier. Extinction de l'éclairage, donc l'avenue des Pyrénées, on en avait déjà parlé, effectivement, là visiblement il y a une panne. Non, c'est fini. C'est fini, ça a été réparé, très bien. Le plan d'extinction générale de la commune, c'est assez simple, hein, c'est toute la commune dans le noir de 2h à 6h du matin. Voilà. C'est bon? Antenne. Là, qui c'est qui vous a saisi? Vous avez été saisi par le collectif pour poser la question, parce que, bon, il faut répondre. Pour l'antenne. Hein, pour l'antenne. Oui, avez-vous un retour sur la demande de médiation? L'autre jour, j'ai régulièrement des relations avec le collectif. On a des contacts réguliers, donc je pose pas grand problème. D'ailleurs, c'est pour cela que je me pose la question pourquoi vous posez aujourd'hui cette question-là, puisque le collectif est informé au jour le jour, pratiquement. Concernant le retour de la demande de médiation, la réponse c'est non, je n'ai pas eu de retour. Et il ne m'appartient pas de faire pression sur le préfet pour qu'il fasse sa médiation. Il fait ou il ne fait pas. Quelle réponse à la commune? L'autre opérateur, donc c'est SFR qui est par le biais d'un bureau d'études qui nous a contactés.
Je leur ai indiqué que nous n'étions pas très favorables à une nouvelle implantation d'antenne sur la commune et qu'ils devraient privilégier la mutualisation de leur antenne avec ce qui est proposé maintenant avec Orange. Et il n'y a plus de retour depuis. Intéressant, parce que ça va pas être très accessible. La recette commune. J'ai travaillé dessus cet après-midi, je vous l'envoie d'ici la fin de la semaine pour les recettes. J'ai travaillé cet après-midi, j'ai presque fini. Démocratie, nous attirons notre attention sur le fait que certaines commissions se réunissent peu souvent. Comment comptez-vous y remédier? Commission MELA, vie locale de proximité, culture, etc. Bon, je pense que les commissions se réunissent lorsqu'il y a un sujet. Hein? Une commission culture demain. Ouais. Lorsqu'il y a un sujet, mais c'est lié quand même aux adjoints en charge de leur commission d'établir les ordres du jour et de les faire lire. Pour la commission ENAF, elle a été réunie la semaine dernière, elle va se réunir tout début janvier. Voilà. Donc après, elle se réunit en fonction. C'est qu'on nous a déjà répondu à cette question. Elle se réunit en fonction des besoins et des projets et des demandes. Donc voilà. Donc ça peut être coup sur coup, comme ça a été le cas cette année plusieurs fois, et comme il peut y avoir des périodes où elle se réunit moins, et puis après elle va se réunir plus. Voilà. Commission PQAP, je te l'ai déjà expliqué à la fin du conseil dernier, Annick, elle se réunit pareil en fonction des besoins. Donc là, il n'y a pas de besoin immédiat en tout cas. Par contre, si tu as, comme tu viens d'intégrer nouvellement cette commission, c'est ce que je t'ai proposé et ce que je t'ai dit la dernière fois à la fin du conseil, si tu as un projet à porter, si tu as quelque chose que tu sembles que tu as envie de mettre sur la table de la commission, comme tous les membres de mes commissions, c'est ouvert, tu me le dis et je réunis la commission derrière et on en parle, il n'y a pas de souci. Voilà. Et le dernier point. La restauration. Ouais. Nous, on n'a pas fait la recette commune. Hein? Si, on l'a. La recette municipale, la restauration municipale, ouais, vous avez raison d'être inquiet. Mais c'est pas nouveau, ça fait 2 ans qu'on vous dit que les coûts augmentent, que avoir une restauration en régie, c'est pas évident. Que donc du coup, plutôt que de voir le verre à moitié vide, il faut plutôt le voir à moitié plein. Il y a déjà beaucoup d'efforts qui sont faits. Et on continue à en faire. Et aujourd'hui, il n'est pas question de lâcher dans le bourg-centre, c'était plus l'objet d'alerter un petit peu la région qui, dans ses compétences, si elle veut bien manger, et sur ce fait-là. Je veux dire, pour dire que c'est de plus en plus complexe et que s'ils réfléchissaient à quelque chose, ça serait bien qu'ils réfléchissent à l'aide, à une aide pour qu'on puisse maintenir cette qualité de repas et ce type de production. Donc le constat est une réalité, mais l'objectif était plus sur alerter la région, puisque je rappelle que c'est une contractualisation avec la région. Du coup, pour abonder dans ce sens-là, ce serait quand même intéressant, c'est ce que vous souhaitez avoir, de donc, sur les 3 dernières années, pour savoir quelle était l'évolution. Il n'y a pas Où est-ce que ça monte? Est-ce que c'est le fonctionnement? Est-ce que c'est les denrées? Est-ce que c'est l'investissement? Est-ce que c'est le personnel? On n'a pas de bilan spécifique à la restauration. C'est les emplois, c'est les denrées alimentaires. Là, par contre, vous avez un. Attends, si je peux terminer à répondre à ta question. Là. Donc, du coup, on n'a pas de bilan détaillé en fait sur la restauration scolaire. Mais par contre, on a les différents postes dont on sait qui contribuent en fait au coût de la restauration. Donc, les emplois, forcément, les denrées alimentaires elles-mêmes, charges, électricité, eau, bâtiments. Voilà, c'est tout ça de manière générale. Non, on n'en fera pas. Ce qu'on peut vous proposer, par contre, c'est chaque année, on recalcule le coût de revient d'un repas avec des valeurs moyennées. Ça, je pense que ça peut être un indicateur. Vous voyez ce que je veux dire? Après, le détail. Chaque année, en fait, on calcule le coût d'un repas. On intègre toutes ces valeurs. Le détail, tu l'as chaque année, le vote du compte administratif, quoi. Je veux dire, tes dépenses, les dépenses que vient de citer Sébastien, se ventilent dans le 11 et dans le 12, quoi. Non, mais du coup, c'est pour ça que je propose d'utiliser, parce que quelque part, on le calcule de manière indirecte. On le fait de manière indirecte. Et ce qu'on peut essayer de mesurer, par contre, c'est le coût en fait de revient d'un repas
comment ils progressent d'une année à l'autre. Ça, on peut le, Oui, après, on le ressortira assez facilement. C'est la validation à la fin de l'année 2023, parce que ce sera une année complète au responsable de la avec la nouvelle organisation aussi de la restauration scolaire maternelle. Donc ça, oui, après, il faut reprendre ligne par ligne, reprendre toutes les heures du personnel qui sont dans leur planning dévolu à la restauration scolaire. C'est-à-dire que là, on peut le faire, hein, ce que vous proposez, et c'est vrai que ça, on le... C'est ce qui est fait pour le calcul du prix de revient par repas. Après, si vous voulez, sur les 3 dernières années, parce qu'effectivement, il y a eu des changements importants, enfin, notamment par rapport au prix des janvier, et aussi par rapport à l'augmentation des effectifs et aux modifications d'organisation, vous allez constater effectivement une augmentation du coup par repas. Donc là, sur la base des chiffres de 2023, c'est quelque chose que vous pourrez avoir les semestres plus tard. On dit donc la même chose, c'est bien ça, hein. On propose de comparer le coût de revient d'un repas à la restauration. Mais sur une année scolaire, du coup. Non, moi j'ai calculé en année. Et voilà, c'est ça, parce que la difficulté, c'est qu'on calcule en année cible, du coup. Disons que ça fait quand même une référence et une augmentation sur 3 ans. Oui, après, si on repart d'année en année, on va voilà, ça revient au même. Ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, avoir le coût d'un repas, c'est un indicateur, mais ça ne nous dit pas qu'est-ce qui pèse dans cette augmentation-là. Donc c'est pour ça que d'avoir, se dire qu'on a servi, par exemple, qu'il y a plus d'enfants, forcément, il va y avoir plus de denrées, il va y avoir plus de temps. Donc il faut qu'on arrive à analyser tous ces facteurs-là, sinon on aura effectivement une augmentation du repas, mais on ne saura pas sur quel poste, effectivement, ça pèse de plus, quoi. Et donc, comment on peut agir là-dessus? Moi, c'est juste parce que je trouve ça important de conserver cette régie-là, et donc de se dire il faut qu'on y soit attentif dans la durée, et par rapport à ce qu'on a fait, et par rapport certainement à la nouvelle façon de faire du cuisinier là aujourd'hui, et de voir comment on peut maîtriser tout ça, quoi. On a fait une proposition, moi je propose d'aller dans ce sens-là. On en parlera à la prochaine commission école, qui se réunit tous les mois, comme la commission environnement. Bien, donc l'ordre du jour étant épuisé, il est 20h35.